toi, oui, vous allez tous vous voir de retour sur le plateau du Glénat BD Festival. Ravi d'être avec vous pour les 2 prochaines heures avec une conférence spéciale polar. On va parler de grandes BD dans le style sorties justement chez Glénat ou qui vont sortir chez Glénat avec les auteurs scénaristes ici présents sur le plateau autour de moi pour discuter des différentes bandes dessinées mais aussi du traitement et de la place du polar dans la bande dessinée française. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Fabrice, libraire à Vienne, c'est ça, tout à fait. depuis pas mal de temps, et oui. qui est, alors on m'a dit que tu tiens une convention ou un festival du polar. Je participe à l'organisation du festival de Sang d'encre à Vienne, qui est une institution, et moi je m'occupe de la partie bande dessinée. On a d'ailleurs créé un prix BD polar il y a quelques années et qui se développe énormément. Prix BD polar qui se développe bien, en effet. Très content, tu es évidemment là pour nous parler un peu du genre, de ton avis sur le genre, et surtout, de point de vue du libraire, comment est-ce que le genre est apprécié en librairie. Je suis avec Caril Ferret aussi. Bonjour Caril, comment ça va? Super. Scénariste, notamment, et bien sûr, Sangoma, que l'on voit juste ici, paru en début d'année, c'est ça, chez Glénat, que tu as réalisé avec Corotin Rouge, qui devait être avec nous d'ailleurs, mais qui malheureusement qui est décédé. J'ai l'impression de dire ça à tous, qui malheureusement est décédé. Et d'ailleurs, toute l'intrigue va être de savoir comment est-ce qu'il est mort durant cette émission. Tu nous as déjà tout préparé. C'est un Cluedo, les gars. C'est un Cluedo, voilà, c'est exactement ça, c'est un Cluedo. Tu vas nous parler évidemment de Sangoma, qui raconte une histoire, une intrigue évidemment policière en Afrique du Sud, sous fond d'intrigue politique aussi. On va voir avec toi évidemment tout ça. Je suis aussi en compagnie de Marc Eckersall. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Bon, ça passe. C'est formidable. Ici, scénariste aussi, auteur notamment de Ghost 111 imprimé, mais aussi de Pitcairn, c'est ça? Pitcairn. Et du futur Cristal 417, si je ne dis pas de bêtises. On va revenir évidemment sur l'ensemble de vos œuvres. Comment allez-vous déjà, messieurs? Mieux que Corentin. Ah oui, j'avoue, le pauvre. On lui rend hommage. Corentin, si tu nous entends. On lui rend hommage ici. D'ailleurs, nous, on lui rend hommage, on s'est mis en noir, les gars. Oui. Il n'y a que moi qui suis en rose. Vous avez d'ailleurs immédiatement fait remarquer ma faute de goût absolument incroyable. C'est vrai que je tranche un peu. Peut-être est-ce moi l'assassin. C'est dommage parce que nous n'aurons pas l'occasion du coup d'avoir un dessin de Corentin et d'avoir à gagner. Mais ne vous en faites pas, on placera et on vous montrera pas mal de ces planches ici au cours de l'émission parce que voilà, c'est quelqu'un avec beaucoup de talent. On est là pour parler de polar pendant 2 heures et on va s'attarder évidemment aux sorties BD et aux œuvres déjà sorties. En commençant par toi, Marc, tu as publié en 2020, il me semble, Ghost 111, imprimé, récompensé pour sa qualité de polar. Est-ce que tu peux nous parler de cette bande dessinée, d'où elle est venue, de comment elle a germé, quelle est l'histoire exactement qui se passe dans Ghost 111? Ghost 111, j'ai combien? J'ai 1 heure pour... Tu as tout le temps que tu veux, on a 2 heures ensemble. Non. Si tu es capable de faire 2 heures là-dessus, incroyable. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Nous raconte pas tout ce qui se passe dessus, mais surtout... mon co-auteur, Henri Scala, est un policier en activité. Ok. Et un jour, il m'a dit, on était copains juste comme ça, et il me racontait son irrésistible ascension dans la police, et je lui ai raconté mes aventures dans le monde du scénario. Et un jour, il me dit, il y a un truc qui n'a jamais été fait, c'est de raconter l'histoire... un policier du point de vue d'un informateur. Il y a des livres avec des informateurs, il y a des films avec des informateurs, mais c'est jamais le personnage principal. Et je dis, mais faisons-le ensemble. Tu adores la BD, tu adores les polars, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc, en effet, ça raconte l'histoire d'un informateur. Il y a 2 sortes de police, grosso modo, dans la vraie police de la vie. Il y a la police de flagrance, par exemple. Quelqu'un assassine Corentin Rouge, on enquête. Et puis, il y a la police d'initiative, où on va au-devant des problèmes. Et dans la police d'initiative, c'est tout le temps des affaires qui sortent avec des informateurs. Des gars qui ont des infos. Or, les informateurs sont toujours des criminels, parce que sinon,
Ils n'ont pas d'informations. Pas dans les milieux. Ouais. Si vous demandez des informations criminelles à Fabrice, par exemple, il y a de chances que ça ne mène pas très loin parce qu'il a l'air trop honnête. Il a un lointain passé. Il faut se méfier. Méfie-toi. Un terrible secret. Et donc, du coup, notre histoire raconte le recrutement d'une source. Source, tonton, cousin, tout ça, c'est des synonymes pour dire un informateur. Et puis sa carrière, entre guillemets, son développement. Avec la personne qui le traite, c'est-à-dire le flic. Et puis après, c'est une fiction, hein, même qui est très nourrie, qui est très technique et qui est très nourrie de ce qu'a pu connaître mon co-auteur. Mais après, tout est inventé. Ce personnage n'a jamais existé. Le flic qui s'en occupe non plus. D'accord, ok. Et puis après, ça devient une histoire d'élève et de maître, en fait. À cet égard, ça ne parle pas que de police. Ça raconte aussi cette histoire-là d'ascension et de fuite en avant. À la base, le personnage principal travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Il vit dans une cité depuis qu'il est tout petit, donc évidemment, il y a ses habitudes, il y a ses connexions. Il demande à pouvoir continuer de travailler parce que, je crois qu'il perd son permis. Il perd son permis, les chauffeurs livreurs, il perd son permis. Du coup, il est en galère, il se retrouve à faire des petits boulots, mais ça lui plaît pas trop, c'est difficile. Il est doué de ses mains quand même. Hein. C'est une masse, mais c'est un taiseux. Et puis, alors contrairement à ce que disent beaucoup de gens, il n'est pas contraint d'accepter un boulot illégal, il décide. Ouais, il décide d'essayer de faire un peu d'argent facile. Ouais, facile, ouais. C'est important parce que, voilà, il pourrait continuer à faire des livraisons, des machins. Non, il décide de faire ça, et puis ça se passe mal. Il se fait gauler instantanément parce que, et là, ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, l'affaire sur laquelle il a été embauché, les types étaient suivis par les flics. Et du coup, il passe en garde à vue, etc. Il connaît pas, il a jamais vécu ça, il sait pas. Et il tombe sur un policier qui le repère à 3 km. Ouais, il sait que lui, c'est un bleu de la garde à vue. Lui, il dit, je vais... Et du coup, il l'embobine, etc. Et comme c'est un gars qui vit en cité, on s'est inspiré de lieux réels, à Paris en l'occurrence. Ouais, ça se passe à Paris. Hein. Ouais, là, ça se passe dans le 19e. Beaucoup, pas tout la BD, mais c'est quand même beaucoup de lieux qui existent. Et le flic, lui, je vais spoiler un peu, mais voilà. Le flic lui dit, voilà, soit tu pars au ballon, ce qui, par parenthèse, on sait depuis le début que c'est pas vrai, hein, soit tu m'aides. Et l'autre, il est effrayé, il a jamais vécu ça, donc il dit, d'accord. Sauf que on a pris comment aider un flic, il connaît tout le monde dans la cité, mais comment aider de faire quoi. Et donc voilà, le reste, vous le découvrirez en le lisant. Et du coup, il va s'y mettre, il est plutôt doué. Et puis, une chose en entraînant une autre, il va mettre un doigt dedans, et puis le bras, et puis toute la main, etc. Et voilà, ça raconte ça. Et ce qui est super avec le roman graphique, pour faire le lien avec la BD, c'est qu'on n'a pas de contrainte de temps de pagination. Si on a envie de prendre le temps de raconter l'histoire... la BD est épaisse quand même. Oui, elle fait 200 planches. 200 planches. Hein. Et donc, du coup, on a le temps... ce qui, par parenthèse, pour une histoire comme ça, et pour le coup, ça, c'est une liberté qu'on prend. Il aurait fallu qu'on raconte cette histoire sur 5-6 ans. Nous, ça se passe sur une année. Hein. Oui. Un informateur qui grimpe comme ça, il faut un peu de temps quand même. Oui, c'est vrai que c'est assez... Ça va... On n'a pas vraiment l'impression, mais ça va quand même assez vite. Enfin, en tout cas, réalistement. Et voilà, puis il y a d'autres personnages tout autour, hein, c'est un polar un peu choral comme ça. Et c'est vraiment nourri de plein de choses qui sont réelles, et notamment des choses que les gens ignorent souvent, c'est que la police, c'est pas que des gens qui se courent après avec des guns, c'est l'état de droit, c'est des dossiers, c'est des preuves, c'est une hiérarchie, c'est aussi une administration hyper lourde, avec toutes sortes de problèmes, qu'elle se pose elle-même et qu'elle... voilà. Donc il y a quelque chose d'un peu d'absurde et ça, peut-être Karine en parlera mieux que moi, mais le polar, pour ça, c'est un truc qui est super, c'est que c'est l'occasion de parler de plein d'autres choses. C'est l'occasion de parler, de photographier la société à un instant T, c'est l'occasion de parler d'autres problématiques. Ça se passe en 2012, c'est ça? Ça se passe en 2012, ça commence en 2012. Ça commence en 2012. Il se passe différentes choses. On a déjà la technologie de 2012, il y a les téléphones portables. Oui, alors, tout ça, surtout les téléphones portables, c'est un truc qui est crucial dans la police aujourd'hui. C'est impossible de parler de la police sans parler des téléphones portables.
La téléphonie, je ne dis pas que c'est la moitié du boulot des flics, en tout cas dans la police judiciaire, mais c'est crucial. Ça et l'ADN, ne peut pas ne pas le traiter. D'ailleurs, quand les portables sont arrivés dans la vie, ça a posé des problèmes insurmontables à tous les scénaristes du monde. C'est pour ça que tous les scénarios foutaient le camp à partir du moment où on pouvait communiquer à distance. Pendant 4-5 ans, tu avais tout le temps des histoires avec des mecs qui disaient « Ah, j'ai pas de réseau !» C'est bon. Comme ça, c'est réglé. Mais bon. Tu peux pas... ils sont dans un train au fin fond de la Pampa et il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas parler de ton époque si tu ne parles pas des téléphones, c'est impossible. Et pourquoi 2012 en fait Parce qu'en fait, ça finit de nos jours. Voilà, c'est ça. Donc ça commence en 2012, il n'y a pas de truc par rapport à la date. Mais je trouve que ça finit au moment où on était en train de faire le bouquin. Et donc, du coup, tu liras, tu verras, parce qu'il y a une ellipse à un moment donné qui fait que ça nous ramène de nos jours. Mais la police de 2012 était la même qu'aujourd'hui par rapport à ça. Il n'y a pas de... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tu me confirmes que c'est une œuvre de fiction, mais par contre, elle est très ancrée dans la réalité. On y dépeint tous les niveaux différents de la police, la hiérarchie au niveau de la police, les policiers qui ne sont pas forcément véreux, mais qui utilisent, on va dire, des facilités du système pour arriver à leur fin, toujours dans un but, évidemment, de faire respecter la loi, j'imagine. Et, eh bien, toute l'administration qui dit bah, écoutez, il y a quand même des processus à respecter, on ne peut pas faire n'importe quoi. Enfin, ces faits ont été rapportés du coup par ton co-auteur. Mon co-auteur, oui. Alors, c'est du vécu. Alors, pas lui, parce qu'en l'occurrence, c'est un policier honnête, etc. Et s'il était là, il dirait non, on a décidé d'utiliser un flic qui a des méthodes un peu reloues parce que sinon, il n'y a pas d'histoire. Sauf que moi, évidemment, je lui répondrais, oui, mais sauf que des histoires avec des flics retournés par leurs informateurs, il y en a une par an dans les médias, minimum. Il y en a 2 hyper médiatisées en ce moment. C'est vrai. Une qui a été jugée et l'autre qui est en cours de l'être. Donc ça arrive. Disons que tous les polars n'ont pas besoin d'être réalistes. Il y en a qui sont totalement irréalistes, ça peut être super quand même. Ouais. Nous, on est sur ce truc-là parce que d'abord, il a cette connaissance. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire que quand il me raconte ces histoires depuis des années, l'administration, la lourdeur de ça, mais aussi les preuves, mais aussi les dossiers, mais aussi, en fait, ça raconte notre époque de manière hyper intéressante. Et là, effectivement, le truc de l'informateur, c'est typiquement un truc qui est une zone grise, parce que les informateurs sont des criminels, donc ils sont rétribués. Oui. Alors, il y a une loi, pour rentrer dans les détails, la loi de Perben 2, qui encadre ça. On les rétribue, entre guillemets, comme un agent, en pourcentage de l'affaire qu'ils ont amené, etc. Mais on voit très bien que ça peut, si c'est pas fait comme il faut, par exemple, s'il n'y a pas 2 agents traitants pour vérifier que c'est bien fait, par exemple, si les rétributions ne sont pas à la hauteur de ce qui a été fait, etc., ça peut vite devenir n'importe quoi. Quand tu entends rétribution, tu entends salaire ? Bah, si tu me ramènes une affaire avec un paquebot de cocaïne, tu vas gagner des sous. Ah ouais? Bah ouais. D'ailleurs, je te conseille, si tu veux vendre de la drogue, plutôt que de t'emmerder à te cacher et à risquer ta vie, tu vas directement voir les stupes et tu leur dis, bon les gars, moi j'ai un gros convoi de cocaïne qui arrive, alors vous ne répétez pas, mais vous prenez m'en laissez 10% et puis je me débrouille avec le reste. Merci pour les conseils. Voilà. Hein, si vous voulez réussir, parce que la BD, ça rapporte pas beaucoup. Si jamais, je pense si jamais une fin de carrière, un plan de retraite, ouais. On ne sait pas. Donc voilà. Et puis bon, évidemment, il y a des. On parle par exemple, sans en parler, de la politique du chiffre, c'est-à-dire que faire des affaires, c'est quand même plus simple si tu veux en faire, de les générer. Comme ça, c'est toi qui vas récupérer le bénéfice de ça, etc. Et puis d'une espèce, parce qu'en fait je crois que je veux pas faire le sous-titre du truc, mais ce qu'on voit quand même, c'est une histoire avec une administration qui engendre ses propres problèmes, et puis des délinquants qui ont aussi leurs problèmes et qui généralement dépensent beaucoup d'énergie à faire des trucs qui vont pas apporter forcément beaucoup, etc. Et on se dit la justice là-dedans, en fait tout le monde s'en fout, la moralité de ça, on sait pas. Donc c'est très difficile, et respecter l'état de droit, c'est vraiment, en fait je pense que ce que peut-être montre Ghost, c'est que c'est plus difficile d'être honnête que d'être malhonnête. Voilà. Fabrice, tu as lu Ghost Oui, on a même fait une vision ensemble, tous les 3, avec Marion et... Ouais. Absolument. Tout à fait, sur ce livre-là, en effet. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que le polar, en fait, ça dépend de notre société. Le polar, c'est sociétal, ça montre bien ce qu'est notre société à un moment donné. Le polar noir, c'est ça, en fait. Hein, c'est une grosse critique de la société, souvent. Et c'est ce qu'on va voir ici dans Ghost 11, qui est la vie des banlieues, qui est la vie en cité, qui est la difficulté à... On peut vite plonger, globalement, et on voit bien avec ton héros que l'engrenage,
On dit que la prison, c'est l'école du crime. Lui, c'est un apprenti au départ. Et on voit toute son ascension. C'est-à-dire, l'élève devient le maître. Oui, parce que c'est aussi le portrait d'un homme. Ghost par rapport à ça. Et j'en profite pour parler du coup du traitement graphique, parce que quand on fait de la bande dessinée, comme scénariste, on se dit, bon, ben voilà, c'est ça mon histoire. Quel dessinateur, quel parti pris graphique va la valoriser, va la rendre encore plus... Alors, nous, on a fait un choix qui d'ailleurs est un peu risqué, parce que c'est un dessin qui est, on dirait, clivant en marketing. Mais nous, on ne voulait pas de réalisme par-dessus cette histoire qui était déjà réaliste. On sait que ça serait étouffant. Donc, on est allé vers Marion Mousse, avec des gros nez, un dessin plus stylisé, avec une forme de rondeur, etc. Moi, je suis fan. Hein, je suis trop fan aussi. Moi, j'ai adoré bosser avec lui, j'ai adoré ce qu'il en a fait. Et ce qui fait que... ça surprend parfois du monde d'avoir une histoire aussi réaliste et qui ne soit pas traitée de manière avec un trait réaliste. Moi, il me semble que ça l'enrichit. Après, chacun fait évidemment sa sauce. On a le droit de ne pas aimer. Moi, il me semble que ça rend l'histoire, ça la fait tomber un petit peu du côté de la fable. Et je trouve ça chouette. Ouais, je trouve aussi, et quand bien même, ça permet de caricaturer un peu les émotions des personnages et de faire ressortir vraiment toutes ces notions de danger, de tristesse, parce que l'histoire du personnage principal est quand même assez tragique, hein, et il est un peu tiraillé entre... malheureusement, ses devoirs vis-à-vis de la police, sa famille compliquée, et le fait que ce soit un criminel et qu'à tout moment... Oui, et puis ça y glisse lentement, donc il a le temps de ne pas s'en apercevoir et puis de s'en apercevoir un peu. Et puis ça reste un peu opaque parce que c'est un personnage très silencieux. Et en bande dessinée, on pourrait penser que quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, ça va être une tannée. Et moi, je crois, pour aimer certains héros comme ça, certaines œuvres comme ça, et ce qu'on en a fait, ça rend ça intéressant. Mais c'est pas facile. Il faut avoir un dessinateur qui s'en empare. Voilà, Marion, il a fait une espèce de... Marion Mousse, c'est un gars, c'est un mec, hein, mais il a un prénom de fille, il a un pseudo de fille. Oui, parce que dans Ghost 111, ils ont tous des pseudos, sauf moi qui ai un nom imprononçable, alors qu'on aurait dû faire l'inverse. Je sais pas ce qui t'aurais dû choisir un pseudo. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Et donc... voilà, il en a fait cette espèce de masse un peu silencieuse dans laquelle on peut projeter plein de choses. Et je trouve ça chouette. Et pour info, c'est possible que ça devienne un film. Voilà. Ah ouais? Oui. Je lisais le contrat dans le métro en venant, en fait. Mais non. Mais si. Mais arrête. Non. On signe des contrats, c'est pas parce qu'on signe des contrats, c'est pas parce qu'on signe des contrats que ça va devenir un film. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, un acteur-réalisateur assez connu qui, en tout cas, s'est dit j'aimerais bien jouer un personnage comme ça. Philippe Lachaud. Absolument. Absolument. Avec Gérard Jugnot dans le rôle du flic. Gérard Jugnot et Christian Clavier sont toujours présents aujourd'hui. Hein, Christian Clavier joue un des dealers à un moment donné de Barbès. J'avoue, les dealers de Barbès. Ce que dépeint aussi beaucoup Ghost 111, c'est l'ambiance et l'univers des cités parisiennes, avec ce monde où tout le monde se connaît, mais où finalement les communautés se séparent tout en vivant ensemble. On est tous dans le même endroit, mais chacun fait un peu son business dans tous les sens, et on n'a pas tendance à faire confiance spécialement à tout le monde en fonction d'où on vient. C'est impossible de vouloir... raconter son époque avec notamment la délinquance, etc., en essayant d'être poli, je crois. Par exemple, évidemment, la plupart des délinquants qu'on a là, et des communautés, etc., c'est des communautés ethniques. Ça a toujours été comme ça. Les mecs se regroupent, etc. Et en plus, dans la criminalité, il y a des spécialités. Alors on pourrait dire, non, on va pas dire ça, c'est stigmatisant, mais à ce moment-là, on raconte pas notre époque. Hein. Moi, c'est ce que vous voulez. Et en l'occurrence, on était très décontracté avec ça, montrer des dealers maghrébins. Notre gars est d'origine yougoslave, ils font des armes, on voit, etc. Par exemple, mon co-auteur a traité des affaires d'héroïne, etc. Il avait beaucoup à faire des Albanais. On se dit, putain, mais comment tu peux dire une chose pareille? Nous, un truc qui nous a vraiment décontracté avec ça, c'est la série The Wire, qui s'appelle Sur écoute en français, je crois. Je ne sais pas si tu vois ça. Oui.
C'est un des rares trucs, alors, on ne s'en est pas inspiré, mais qui nous a plu pour 2 raisons. D'abord, ça prend le temps. Et deuxièmement, dans The Wire, tous les dealers sont blacks. Et on s'en fout au bout de 2-3 minutes, parce qu'en fait, on voit des individus qui ont des problèmes, qui sont d'ailleurs au bout d'un moment plus sympathiques que les flics. Et nous, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? C'est pas notre job de juger ça. Voilà. Donc du coup, effectivement, on montre ça. Et puis, c'est ce qui rend le personnage de Goran, le personnage principal, intéressant, c'est qu'il vit dans cette cité depuis toujours, donc il connaît tout le monde. Ouais. Un informateur, c'est quelqu'un qui doit connaître tout le monde. Il doit pouvoir récupérer les numéros de téléphone, des machins, etc. Sinon, il ne sert à rien. Pour anecdote, mon co-auteur, il avait fait une affaire il y a quelques années. Une affaire, ça veut dire il avait travaillé sur une affaire et puis, qui a donné lieu à des arrestations. Et je ne sais pas, sur les 15 mecs qui étaient arrêtés, il y en avait un bon tiers qui était informateur de la police. Tu dis, attendez les gars, au bout d'un moment, il faut arrêter de... ça devient n'importe quoi, tu vois. Et évidemment, c'est les mecs qui connaissent tous de l'autre, qui connaissent le machin. Non mais attends, je vais te vendre le... Bon, donc du coup, on voit comment cet équilibre est compliqué. Donc oui, et puis là, en l'occurrence, ça se passe à la cité Cambrai-Curial, nommément. Donc je ne sais pas si vous la voyez, pendant longtemps, dans le 19e. Là, c'était, pendant longtemps, c'est plus le cas maintenant, un endroit où c'était un des plus chauds de Paris, point de vue en tout cas homicide, etc. Elle a été... Ah oui, ça c'est une des raisons pour lesquelles ça se passe aussi en 2012, j'ai oublié de te le dire, c'est qu'elle a été refaite depuis. Elle est toute, la cité est toute neuve. Ouais, toute clean, etc. Je sais pas si pour le coup c'est mieux, mais j'y suis allé une fois. J'y suis allé plusieurs fois parce que pour les besoins du truc, pour voir un peu. Évidemment, il y a des potagers d'Anne Hidalgo qui sont là. Mais il n'y a pas un mec de la cité qui fait pousser des carottes. Il regarde ça en disant qu'est-ce que c'est ce bordel. La bœuf, quoi. J'ai une idée. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Dans je ne sais pas où en sont les potagers. Il faudrait regarder où ils en sont. Mais après, graphiquement, elle est super belle à dessiner. Il faut quand même penser à ça. Et puis. Et voilà, donc on reconnaît, puis après ils vont dans le 18e, enfin on peut reconnaître des endroits. Ce qui est drôle, par parenthèse, c'est que Marion Mousse, le dessinateur, vit à Marseille, donc on ne connaît pas du tout Paris. Donc on lui a envoyé des tonnes de documentation, parce que ne serait-ce que le mobilier urbain, à Paris, il est quand même reconnaissable entre tous. Donc, c'est vrai. Donc on lui a envoyé des trucs comme ça, des tonnes de photos, d'images qui étaient nécessaires pour... C'est agréable quand on connaît les coins de se dire « Ah tiens, c'est le pont de Stalingrad, ah machin ». Après, le mec qui ne connaît pas, il s'en fout. Hein. Mais je trouve ça un petit plus qui est sympa. Puis graphiquement, c'est beau à montrer, quoi. Alors on plonge évidemment dans l'univers de la police. Ils ont leur jargon, leur vocabulaire, leurs mots. Du coup, le bouquin est gavé d'astérix, hein, puisque à chaque fois, ils utilisent des termes pour décrire tel ou tel service de la police ou tel et tel type, que ce soit d'informateur ou que ce soit de criminel. C'est un jargon que tu maîtrisais avant d'écrire Ghost of Sens ? Pas du tout, mais maintenant, je commence un peu... D'ailleurs, c'est drôle, parce que quand je vais voir mon co-auteur, avec la tête que j'ai, les mecs, ils me font... Et donc, je suis à chaque fois... auteur de BD. Mais non, je ne connaissais pas. À son contact, je les ai connus. C'est intéressant. J'aime bien, moi, voir dans les films, etc., où les mecs font une opération, ou dans une BD, ils font une opération à corps ouvert. On ne comprend rien, mais on sent qu'ils savent de quoi ils parlent. Et du coup, on a mis 2-3 astérix pour expliquer 2-3 trucs. Il y a un côté, ah tiens, ils disent ça comme ça. Il y a un côté, voilà, comprenez ce qui se passe. Mais je trouve que c'est chouette de se sentir pris en main à l'intérieur, embedded un peu comme ça. On a vraiment l'impression d'assister à la scène. Voilà, et après faut s'en méfier parce qu'on peut avoir très vite la facilité de se dire on va faire des bons mots, des machins, et Michel Audiard, machin, c'est pas du tout le truc. Mais le fait est que la police, ils ont quand même une culture assez forte et ils ont vraiment un jargon à eux, pour le coup, qui est assez marrant, et aussi un humour assez noir, surtout, alors pas là-dedans, mais... en septembre sur Cristal 417 qui se passe à la crime, et c'est un peu comme les Carabins, ils ont un humour un peu à froid comme ça parce que c'est tellement dur les trucs qu'ils vivent que ils font les cons avec ça pour un peu dédramatiser. Et donc voilà, ce vocabulaire moi je ne connaissais pas, c'est mon flic. Alors pour le coup, comme c'est un gars qui est occupé, parce qu'à côté de ça, il passe quand même son temps Oui, c'est mon flic, c'est le mien, il est à moi. Parfois, on discute et moi j'enregistre, et puis je récupère des trucs qui me sortent en disant attends, ça, on va s'en... Par exemple, parfois il y a des petites fulgurances comme ça qui sont des trucs que je récupère où tout à coup il évoque une situation qu'il a vécue, etc. Et puis lui, après, il a un vrai plaisir personnel à faire partager cette culture de ce vocabulaire ou ce jargon.
Gosse 111, en tout cas, c'est paru. Ça a remporté le prix du Polar, non, en Angoulême. Hein. Oui. L'année où je gagne un prix, c'est l'année où le festival est annulé, bien sûr. Oui. Fait que vous recevez le prix du Polar. Bravo. Eh ben, on va le fêter ici, t'en fais pas. Dans une salle vide. Dans une salle, regarde. C'est sorti, évidemment. Je vous invite vraiment à aller vous intéresser, à aller le lire. C'est vraiment excellent. Et je vais me retourner vers toi, Caril, pour parler de Sangoma. Il a tout donné, il a besoin d'un verre d'eau. Vous avez tous besoin de verre d'eau ici. Sangoma que tu as réalisé avec Corentin Rouge, les damnés de Cape Town, où tu dépeins l'histoire d'une famille d'agriculteurs à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, qui va être malheureusement sous le coup d'un assassinat un peu étrange au milieu de l'exploitation. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de cette œuvre, d'où elle vient exactement, et comment t'es venue cette idée? En fait, au départ, c'est donc Philippe, l'éditeur de Rio, la série d'avant de Corentin Rouge, donc qui m'a dit, est-ce que ça dirait de travailler avec Corentin? Donc il m'a montré son travail avec Rio, j'ai adoré tout de suite. C'est beau, super. Donc j'ai dit, oui, avec plaisir. On s'est rencontré avec Corentin, on a sympathisé tout de suite, et j'ai dit, ok, mais qu'est-ce que tu veux faire? Parce que moi, j'aime bien me mettre au service des autres pour ce type de projet. Et il m'a dit, après l'Amérique du Sud, j'aimerais bien aller en Afrique. Et en Afrique, le pays que je connais le mieux, c'est l'Afrique du Sud. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Zoulou, qui avait bien marché dans les romans, etc. Une bricole, quoi. Mais du coup, je connaissais bien, parce qu'en fait, on est allé plusieurs fois. Donc pour moi, c'était plus simple de partir d'un projet, mais original, parce que je n'avais pas envie d'adapter Zoulou, tout ça. Puis je pense que Corentin, ça ne l'intéressait pas non plus. Donc on voulait faire un truc original. Puis quand j'ai eu l'Afrique du Sud, en plus c'est assez facile, c'est plus facile d'aller en Afrique du Sud que d'aller au Gabon, ou au Burkina en ce moment, ou au Mali, entre le terrorisme, du Sahel, etc. Il y a des pays quand même qui sont plus accessibles. Donc l'Afrique australe, c'est déjà dans l'idée qu'il puisse y aller, lui, en fait, pour aller au repérage, etc. C'était plus facile. Parce que vous faites payer les repérages, comment ça se passe? Oui, si. Moi, je suis pas à la bourboule. T'as juste allé dans le 18e, tu vas pas demander un défraiement non plus. Je vais écrire un polar aux Seychelles, ça y est, c'est décidé. Je pense que c'est inexploité. Faites malin un peu. Et voilà, donc du coup, c'est surtout le pays d'abord, au départ, qui a été le déclencheur un peu du projet. Ouais. Et comme moi, je n'étais pas retourné depuis au moins 5 ans en Afrique du Sud, mais bon, je suis toujours plus ou moins au courant de ce qui se passe quand même, parce que, à travers la politique internationale et tout, quand tu ne regardes pas la télé, tu as la place pour avoir des informations un peu plus justes et intéressantes. Et donc, il y a un problème qui se passe depuis depuis quelques années, qui va durer, en fait, parce que le problème de la BD, comme tu vois, quand on fait un scénario, c'est que à partir du moment où on commence à écrire un scénario et quand ça sort en BD, c'est comme un film, en fait. Le cinéma, c'est 3 ou 4 ans plus tard. Il peut changer, le climat politique peut avoir changé drastiquement. En fait, et les délais de dessin, de parution, etc. Donc, si tu fais un truc qui colle trop à l'actualité, c'est déjà passé, en fait. Ouais. Donc, il vaut mieux essayer de trouver des sujets qui sont... il y aura toujours des indices dans la police. Normalement. Et la problématique voilà. Et là, c'est le problème de redistribution des terres en Afrique du Sud, parce que l'apartheid étant fini depuis 20 ans, il y a à peu près aujourd'hui, presque 30 maintenant, en fait, il y a la première génération en fait, de gens en tout cas de jeunes, qui n'ont juste pas connu l'apartheid, en fait, ce qui nous paraît un peu bizarre pour les plus vieux. Et pour des raisons de réconciliation nationale, la problématique des terres n'a pas été trop discutée, en fait, quoi. Et bon, voilà... Chacun revendique son droit aux terres et à l'exploitation des terres. Tout le monde a tort et tout le monde a raison. En fait. Et toi, il n'y a pas de. Alors, du coup, c'est pas politiquement correct non plus comme BD, parce qu'il n'y a pas les méchants blancs contre les gentils noirs. Parce que le monde, c'est pas noir ou blanc. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Et les noirs ont raison, les blancs ont raison aussi, parce que du coup, ça a développé un peu plus dans le livre, puis je pourrais pas en parler pendant des heures, mais en tout cas. Ce qui nous intéressait, en fait, c'était un truc qui était... c'était un sujet qui nous renvoie aujourd'hui à des clivages. Aujourd'hui, on voudrait que le monde soit ou blanc ou noir. Tu choisis, si t'es contre nous, si t'es pas avec nous, t'es contre nous. C'est complètement con, en tout cas, comme façon de penser le monde et puis l'humanité, tout simplement.
Et cette problématique, en fait, résume assez bien, en fait, voilà, ce qui nous arrive à tous. Alors même si ça paraît loin, l'Afrique du Sud, en fait, il y a, en filigrane, il y a plein de questions, en fait, qui nous concernent tous. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnages qui sont à la fois très d'un côté, très de l'autre, aussi beaucoup dans l'entre-deux, qui essayent de trouver des compromis dans un pays où c'est difficile de trouver des compromis, soit la famille qui exploite justement ces terres, qui essaye de trouver des compromis avec tous ceux qui sont employés dans l'exploitation, et au niveau politique, ce qui fait que plusieurs intrigues s'emboîtent les unes avec les autres, à la fois une intrigue de meurtre, donc dans un vrai polar, et une intrigue politique à une échelle un peu plus importante, avec au milieu de ça un flic qui va se retrouver un peu au milieu de toutes ces histoires. Elle te vient d'où l'idée de ce personnage, qui est un peu le personnage principal quand même de la BD ? En fait, on voulait que ce soit, moi je voulais que ce soit un personnage qui soit assez jeune pour ne pas avoir connu l'apartheid, donc qui lui-même. Lui, il n'a pas de point de vue, lui, vraiment, non ? Il est. Non. Ouais. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est. Oui, c'est un queutard, essentiellement. Ouais, c'est essentiellement un queutard. Ouais. Pas que. Moi, je fais ton travail. Mais pourquoi t'en as fait un queutard ? Parce que moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ça vient d'où l'idée ? En fait, on parle en cuisine entre nous. En fait, écoutez pas. En fait, je voulais qu'il y ait un blanc et une fille noire, en fait, donc qui est hyper stigmatisant comme ça. Ouais. Sauf qu'elle, elle a beaucoup plus d'argent que lui, donc on verse le truc, mais elle couche avec un vieux qui est blanc, qui est réac. Ouais. Alors, du coup, ça fait une espèce de bordel. Et lui, c'est un peu la petite souris. Lui, il profite, lui, il est juste au calme. Il profite, mais elle se fait envoyer péter. Et puis, il y a un contrat de consentement, en tout cas, entre eux deux, qui est clair et net. Ouais, ils sont un peu sex friends. C'est sex friends, parce que des fois, à un moment, il lui dit, mais tu veux me parler d'amour ? Il dit, non, c'est pas le... Et en tout cas, lui, il était, comme il n'a pas de point de vue, il a un point de vue pour tout le monde. Lui, la justice, il va s'en arranger, mais parce que... il est renvoyé quand même à son truc, c'est un flic blanc. On lui renvoie ça dans la gueule quand même. On lui renvoie ça, mais lui, comme il n'a pas connu l'apartheid, c'est la nouvelle génération, en tout cas, il a 30 ans, en gros, quoi, on va dire, c'est un jeune flic, en fait, quoi. Et comme il n'a pas connu tous ces trucs, lui, il peut se mettre un peu comme un outsider, en fait, même s'il est flic. C'est-à-dire blanc, noir, riche, pauvre, extrême droite, extrême gauche, etc. Moi, ce que je vois, c'est ça. Et il met un peu les pieds dans le plat, mais parce qu'il n'est pas trop politiquement correct non plus, en fait, quoi. Donc je voyais qu'il est un peu fouteur de merde, il est un peu branleur, en fait. C'est un peu un esthète du désastre. Il fait. Je suis un esthète du désastre. Les premières scènes, c'est vrai c'est bien de voir un héros mâle blanc partir, se faire jeter par une femme, noire ou autre, et partir vraiment la queue pas basse parce qu'il a plutôt haute, qu'il est enfant. Et voilà, et vraiment un peu ridicule, et il s'échappe en fait. Donc c'est un héros il est déjà dans un peu une sorte de mise en abîme, en tout cas, on ne sait pas trop jusqu'où ça va descendre son abîme, mais il réussit à flotter autour de ça, et il a plus de chaussures, il met des tongs. Je ne sais pas s'il est complètement suicidaire ou juste inconscient, mais en tout cas, il a un courage assez incroyable dans la BD pour mener à bien ses affaires. Oui, il aime bien aller au bout des choses, c'est pas intellectuel. Non, pas trop. Il réfléchit pas à pourquoi il fait ça, etc. Mais par contre, mais il a conscience du danger. Il sait où il met les pieds. Non, il y va. Parce qu'il caractérise plus fortement. Aller tout seul dans un township blanc. Il demande des renforts, mais sauf qu'on on lui mène pas les renforts, en fait. Et après, tu y vas. Vas-y, il va au culot. Donc, comme disait Marc, c'est un queutard, mais pourquoi il n'a pas une histoire d'amour avec son assistante qui lui met avec son adjointe au milieu de l'histoire ? Fleur bleue. T'as vu comment elle est costaud quand même. Ça a son charme. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'avais écrit le scénario, etc. Et puis, au fur et à mesure que Corentin, parce qu'elle est, c'est pareil, elle est assez épaisse. Et au fur et à mesure que Corentin dessinait, à un moment, il m'a dit, parce qu'on a aussi beaucoup travaillé ensemble sur le scénario, on a adapté des choses au fur et à mesure. Il faudrait qu'on parle de ça. Et puis, en fait, à un moment, Corentin, il se passe au milieu du livre, grosso modo, il y a un gros gunfight dans le. Il y a une grosse scène d'action. Voilà, dans le township. Et à ce moment-là, il est un peu mis à pied. Enfin, en tout cas, il arrive des problèmes au héros, on va dire. Et Corentin, il me dit, ce serait bien qu'il ait un équipier ou une équipière à ce moment-là, parce que du coup, ça redonnerait un second souffle un peu à l'histoire, quoi. Alors, je dis, ouais, super.
Et du coup, je dis, on va plutôt prendre une fille, mais pas une jolie fille blonde ou je sais pas quoi. Enfin, et puis comme il a déjà une amante noire, faut trouver quelqu'un d'autre en fait, quoi. Et du coup, on est parti sur un personnage, Cole, que nous on adore en fait, quoi. Et quand il me l'a montré, alors je l'avais déjà dessiné dans ma tête en tout cas, mais quand il a dessiné en vrai, le gabarit, tout, et puis du coup, ça a punchline grave, parce que comme elle a l'attitude qui va avec, et en fait, on s'est dit, mais on a presque envie de faire un tome 2, rien que pour eux, en fait. Mais comme ce personnage, il s'est déclaré, mais vraiment sur le tard, on n'a pas eu le temps d'imaginer plus que... il y avait plein de scènes on avait besoin d'elle éventuellement, mais on n'allait pas refaire toute une autre histoire avec elle, quoi. Mais alors, attends, parce que je peux mettre le bordel dans ton émission. Évidemment. Parce que tu le faisais storyboarder en même temps que tu écrivais l'histoire, ou t'es arrivé avec un scénario Non, le scénario était... Vous l'évoquiez? Donc, le scénario était fait, les synopsis, donc on a rebossé sur tout ça. Enfin, j'ai proposé des trucs, et j'ai dit, Corentin, si t'as des idées. D'accord. Après la version dialoguée, donc j'ai dit, si t'as des idées aussi, donc on a affiné quelques petites choses comme ça. Et donc il avait le scénario qui était tout. D'accord, t'as pas fait les allers-retours pendant que tu l'écrivais? Aussi, parce qu'en fait, quand il nous montrait les 20 ou 30 premières planches, par exemple, des fois, il dit, il arrivait, mais maintenant j'arrive à tel passage, et puis je trouve qu'il manque un truc. Ah, ok, donc tu as ajusté des scènes, mais tu n'as pas fait genre, mais finalement, à la fin, il meurt. Non. Tu n'as pas fait ça, d'accord. Non. Ah, oui, parce qu'il ne meurt pas. Désolé, j'ai spoilé. Tout était. Non, mais la toute fin, la dernière page, c'est Quentin qui m'a dit, ce serait. Là, la fin est un peu abrupte, ce serait bien qu'il y ait une dernière page pour parler d'autres choses, qui boucle les trucs et tout. Donc, en fait, un peu au fur et à mesure, on a affiné, en tout cas, Parce que lui, en fait, et ça je comprends, alors après je ne suis pas dessinateur, mais quand tu écris une histoire, tu écris une histoire, puis après quelqu'un d'autre dessine, il se passe des mois et des mois, et les mois passent et tout, puis il arrive sur des trucs, sauf que lui, il se remet dans le trip grave, en fait. Quoi. Alors que pour toi, c'est loin. Bah oui. Ouais. Toi, t'es déjà sur d'autres trucs. Grave, en fait. Et donc quand il revient, donc c'est super quand le dessinateur ou dessinatrice revient dans l'histoire, en fait, il a la même passion, entre guillemets, que toi, à ce moment-là, et du coup, il trouve des trucs... Il a intérêt d'aimer, parce que lui, il se tape 8 heures par jour. Ouais. Donc, si ça ne lui plaît pas... Mais ça, c'est possible quand ta pagination n'est pas fixe. Parce que si tu as un problème et que c'est 54 et que ça ne sera pas une de plus, alors que quand tu sais que tu es dans le roman graphique, ce qui a amené le roman graphique, c'est que d'un coup, le gars, tu dis, cette scène-là, quand même, j'aimerais bien qu'on la délaye un peu. Tu dis, bien sûr, tu dis roman graphique, vas-y. Et alors que si c'est pas le cas. Et c'est hyper intéressant parce que moi, en ce moment, je suis en train, pour la première fois, d'écrire un truc en même temps qu'il est storyboardé, pour des raisons de planning, etc. Et c'est hyper intéressant. Mais dans un cas, c'est une pagination qui est fixe, donc il n'y a pas une méga marge d'adaptation. Et dans l'autre cas... Pour ces 2 livres, vous aviez un nombre de pages, entre guillemets, libre. Vous avez juste un max à pas dépasser, peut-être. Tu vois là, Tananarive qui est là, par exemple. Ouais, Tananarive, moi, je l'avais écrit et prédécoupé à 100 planches, et ça en fait 110 à la fin. Ok. 114 même. Donc, il y a eu des moments où on a dit, tiens, ça j'aimerais bien le faire durer un peu ce moment, et hop, on délaye, parce que c'est du rythme, la BD. C'est ça aussi. Ce qui est difficile, c'est que, surtout Caril, toi, c'est ton premier scénario en tant que tel de bande dessinée. J'avais fait un truc Maori, mais... Maori, voilà. Mais donc, du coup, toi, tu as une écriture d'écrivain, de polar. Comment tu as bossé? C'est-à-dire que tu as d'abord écrit comme si tu écrivais une nouvelle, comme si tu écrivais un polar, ou tu étais déjà dans la démarche de « faut que j'ai un découpage, des cliffhangers en fin de page ». Comment vous n'êtes pas scénariste purement BD au départ? Vous y venez, donc du coup, est-ce que ça change ton écriture par rapport à une écriture de polar? Du roman, complètement. Du roman, ça n'a rien à voir. Par contre, je trouve que c'est exactement comme écrire un film. En fait. C'est comme écrire un film. Exactement pareil. Franchement, c'est pas du tout... Tu es déjà maître dans l'exercice? Ouais, j'en ai fait pas mal de scénarios qui ne sont pas toujours tournés, mais on s'en fiche un peu. Mais en fait, quand tu développes un film avec un réalisateur, et pareil avec scénariste, avec un dessinateur, pour moi c'est pareil. En fait, d'abord tu fais le traitement ou le synopsis, je sais pas comment tu l'appelles, en 15 pages, et en gros ça fait 1h30. Et ça fait en gros 90 pages, 100 pages. C'est déjà calibré. De toute façon, tu vois bien au rythme. Il y a un arc, en tout cas. Toi, tu dois avoir vachement l'habitude de ça. Moi, tu me dis 90 pages, ça correspond à 1h30 de film. Je dis, d'accord, ok, très bien. Si. En tout cas, je vois ce que ça donne. Et une fois qu'on est d'accord sur le synopsis, après c'est la version dialoguée. Et la différence, en fait, entre un scénario de cinéma et un scénario de BD,
c'est la technique d'écriture. Oui. C'est-à-dire que c'est pas séquence 1, maison, intérieur, jour. C'est case 1, bon, après tu décris un petit peu le truc, et après tu as le dialogue avec les personnages. Et après, et là ça change tout, c'est que quand. Moi je suis pas un scénariste dans le sens où je décris pas le nombre de. Enfin, j'ai fait un scénario comme ça, pour un projet qui s'est toujours pas fait, mais où c'est le nombre de pages, et avec le cliffhanger à la fin de chaque planche, et quand tu passes à la planche d'après, à la page d'après, il faut que ce soit un autre truc et tout. Là, j'avais l'impression que j'allais mordre sur le travail de l'autre, et limite, c'était pas de respect, quoi. Ouais, aux dessinateurs. Ce que tu veux dire. Alors, il paraît qu'il y a des dessinateurs qui préfèrent. Ils préfèrent être super cadrés, en mode tu donnes tout, quoi. Ça dépend. Ils ont juste à dessiner. Moi, Ghost, c'était ma première BD, donc je ne l'ai pas découpé en planches. Ouais. Mais maintenant, je le fais. D'accord. Mais attention, je ne sais pas parce que je le fais. Et ça posait un problème à ton dessinateur que tu fasses pas? Je pense que ça l'aurait aidé que je le fasse parce que du coup, tu sais. Il t'en a jamais fait la remarque? Si. Enfin, si, non, il ne me l'a pas faite, mais moi je me la suis faite en me disant voilà, merde. c'est ça. Mais par exemple, quand tu penses BD, il faut penser planche. Donc par exemple, il faut penser les doubles. Ouais. C'est qui est en face de l'autre. C'est important. Tu vois que ça aille un peu par paire comme ça. Premier truc, c'est très proche d'un scénario d'audiovisuel dans le sens que, à la différence du roman, dans un scénario audiovisuel, tu n'écris que ce qui se voit et s'entend. Il n'y a pas... et à ce moment-là, il pense à sa mère. Tu n'écris pas ça. Ah, d'accord. Alors, tu peux le faire en roman graphique, si tu décides de faire des monologues, des machins, etc. Mais en l'occurrence, voilà. Là, je parle parce qu'on est dans des codes, que ce soit Ghost ou Sangoma, réalistes. Du polar oui. Voilà. Alors, BD, il y a 1000 genres. Il y a des strips, il y a des machins, des trucs absurdes, etc. Là, on est dans du polar réaliste. Donc, c'est très proche du cinéma. Tu décris ce que tu vois et ce que tu entends. Moi, je découpe par planche, désormais. Mais je ne demande qu'à me tromper. Si le mec a une meilleure idée ou la nana, il n'y a aucun problème. Si c'est dans le sens, on en discute de tout. Mais je fais quand même une proposition pour pré-mâcher le travail. Là, je parle d'un roman graphique où la pagination est libre. Encore une fois, si tu fais de la série comme par exemple Pitcairn qui sort en mars que j'ai fait, 54 planches, on va pas rajouter de planches. Donc, et si on fait quelque chose, si on en change une, faut la substituer à une autre. Alors justement, cette légère liberté que vous avez sur le nombre de planches, est-ce que ça peut avoir un impact sur le prix de la BD au final? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous décidez en amont avec l'éditeur? Et comment est-ce que ça fonctionne? Pour ce qui me concerne, hein, tu me diras. Au départ, c'était, ça devait presque faire 2 tomes en fait. Hein. Et puis en fait, on a décidé que puis l'histoire se prêtait pas trop. En fait, il y a un moment là, au gunfight là, en fait, en gros, à peu près la moitié. On aurait pu arrêter là, mais en fait, c'était pas du tout une histoire qui méritait de 2 tomes. C'est mieux faire un one shot quoi. Par contre, du coup, ça fait 150 pages, donc c'est vrai que ça fait presque 2 ou 3 tomes selon la série. Mais après, moi, ça me choque pas, hein, personnellement. Hein. J'ai l'habitude de lire des gros trucs. Dans la BD, c'est choquant. En librairie, quand on vient chercher une BD, on vient chercher un 47 pages plus que des BD plus longues comme ça? Non, je crois que la tendance forte est d'aller vers, justement, les gens n'ont plus envie d'attendre les séries. On est d'accord. Je crois que Netflix a fait du bien, mais a fait du mal. C'est-à-dire que les gens sont capables de voir une série en 2 nuits, 10-15 épisodes, alors que nous, on est d'une génération, on attendait tout le mardi soir de toutes les semaines pour aller voir notre série, et on attendait une semaine. Là, on est capable de bouffer 1 ou 2 saisons en 1 nuit, globalement. Donc, je pense que dans la BD, c'est un petit peu pareil. Tu auras toujours des séries avec des suites, les Largo Winch, et encore, c'est de plus en plus des diptyques dans une série importante. Mais les gens veulent vraiment avoir quasiment tout de suite. On est dans une société de l'immédiateté. Et donc, on a beaucoup de mal, après, à accepter d'être dans des séries. Donc, après, c'est un autre avantage parce que tu n'es pas obligé de mettre des cliffhangers à la fin au milieu du bouquin systématiquement. Ouais, c'est bien, tu en as quand même besoin. Tu as besoin d'oxygéner ton histoire quand même. Tous les 3 pages. Faut qu'il ait envie de tourner la page. Tu n'es pas obligé à la fin de la 47e page. Oh, incroyable, que va-t-il se passer? Tu peux tourner le truc pour que, à ce moment-là, c'est comme dans Tintin. Hein. Et quelqu'un frappe à la porte. C'est le postier. C'est ça. Mais continued. C'est dommage qu'on n'ait pas un éditeur là, mais tu en parlerais peut-être, du coup, tu dois mieux connaître que nous ce truc-là, mais pour le prix, par rapport au prix du livre, généralement, l'éditeur, il fait son compte d'exploitation, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, j'ai tel sujet, j'ai tel machin, il va y avoir à peu près tel nombre de pages,
Donc, je vais vous filer tant et je vais le vendre tant. Alors, si en cours de route, tu changes, il faut qu'il recalcule ses trucs. Donc, le gars, il a fait son budget, si tu veux. À Sangoma, on est sur combien de pages? C'est un 200 pages, non? C'est un 150 pages. Un peu plus. Couleur, 25 €. Hein, donc, c'est quand même. Après, parfois, le rapport qualité-prix, il est quand même top, quoi. Ils ont décidé de ne pas le vendre trop cher parce que. Tu m'étonnes, c'est plutôt abordable. Oui. Il faut en vendre plus. C'est ça. Oui. C'est pareil, de toute façon, après, pour le coup, c'est leur business. Pas sûr que 25 €, moi je trouve, ça les vaut au niveau, en tout cas, y a un papier, dessin, enfin c'est le travail de Corentin, quoi. Ah ouais. Parce que la BD, c'est magnifique. Des séries, etc., c'est aussi un objet que tu gardes. C'est vrai, c'est important ce truc. Donc, il faut le penser comme un objet aussi. D'ailleurs, la couve, le machin, le dos, tout ça. C'est très important. Après, tu as des éditeurs qui te demandent de faire 2 tomes parce que tu vas avoir plus de sous en faisant 2 fois que en faisant en un coup. Bon, bref, tu as tout un tas de paramètres, etc. Mais ce que vraiment a amené le roman graphique, c'est que tu peux... Regarde, là, tu as 47 cordes, il y a 400 planches... ou la bombe, là, tu vois, qui coûte 40 €, je crois, quand même. Ouais. Et c'est immense. Typiquement, la bombe, tu peux pas le découper. C'est impossible. Tu peux pas trouver un endroit où je dis j'arrête et je fais un 2e tome, c'est pas possible. Donc c'est compliqué. La bombe va-t-elle tomber? Mais voilà, mais j'ai pas cliffhanger. On ne sait pas. Hiroshima, qu'est-ce qui s'était passé? Mon amour. D'un point de vue de scénariste, d'un point de vue même libraire, bon, on n'a pas le point de vue du dessinateur, et même d'un point de vue éditeur, à votre avis, aujourd'hui, c'est mieux de travailler des produits comme ça, finis, en un seul volume? Alors, ça ne veut pas dire que Sangoma ne pourrait pas avoir, on va dire, une suite ou dans le même univers, ou qu'on pourrait raconter l'histoire de ce personnage sur une autre intrigue, mais c'est plus intéressant pour vous de travailler un produit entier plutôt que d'une sérialisation continue? Je sais pas trop, parce que comme j'ai un projet avec Corentin, de séries continues avec 3, en tout cas, c'est ça. Ouais. Donc, et c'est déjà 3 gros trucs. Oui, d'accord, oui, voilà. Mais par contre, c'est vrai que... Après, vous pouvez raconter des histoires encore plus longues. En fait, le principe de la série, c'est que la série, elle est toujours ouverte. C'est-à-dire que tu démarres avec un tome, et puis il y en a 2, puis le scénariste a prévu peut-être un premier cycle de 4, et avec du potentiel, et à faire, on le voit, notamment chez Glénat, le Triangle Secret, on a vu tout ce qu'il y a eu comme dérivé sur ces séries. Même si tu as 3 tomes, tu as écrit pour 3 tomes, globalement. Et aujourd'hui, tu pourrais pas faire la BD 300 Goma en un seul, c'est pas possible. Donc, ne serait-ce que pour Corentin, s'il bosse 5 ans avant de voir sortir sa BD, il y a aussi ça. Hein. Nous, on a reçu à la librairie un auteur, chez un autre éditeur, qui a fait 4 BD en même temps, parce qu'elles sortaient le même jour. Il a fait 3 ans de travail sans savoir si son boulot allait plaire à quelqu'un, quoi. C'est quand même... c'est difficile, donc je pense que c'est super dur. Je pense que le fait pour moi, la série, c'est quelque chose qui est ouvert et tu n'y vois pas de fin. Le scénariste se laisse porter par son histoire, voilà. Ne me dis pas ça, parce que moi je sors Pitcairn en mars, c'est 4 tomes et il n'y en aura pas un de plus. Donc, tu sais que c'est 4 tomes. Tu viens de me casser le moral. Non, mais tu sais que c'est 4 tomes. Oui, je le sais. Voilà. Enfin, c'est 4 tomes si ça se vend bien. Ça sera peut-être 2 tomes et demi si jamais on prend un râteau. Mais non, pourquoi tu prendras un râteau? Mais toi, par exemple, tu constates en tout cas chez les lecteurs qui sont prêts à prendre 200 planches plutôt que... Oui. Parce que fidéliser les gens, c'est une tannée aujourd'hui, apparemment. Quand tu leur annonces qu'il y a 2 tomes, ils sont prêts à attendre que le tome 2 soit sorti pour faire le 1. Ouais. On le voit, un tome 2 de série, tome 2 de série. Et c'est ça qui est vraiment très bien maintenant chez les gros éditeurs, c'est qu'ils sont capables, quand ils ont un tome 1, on dit le mettre au frigo. Il est fait, on attend. Oui. Alors, quand le 2 tomes, pour faire 1 et 2 très très vite, ça vient aussi de la culture du manga, où on a des mangas qui sortent tous les 2 ou 3 mois, et on a des lecteurs qui ont pris cette habitude-là. Donc quand tu sais que tu vas avoir 3 tomes, avoir 1, 2, 3 en 1 an et demi, c'est hyper intéressant. Ouais. Voilà. Toi, parce que tu peux le dire, tu peux dire à ton lecteur. Voilà. Tu as déjà tu sais les dates. Ça, c'est les éditeurs qui décident. Mais moi, je serais plutôt à pas attendre un an. Ouais. C'est Corentin aussi, parce que si tu dis mais tu vas travailler 40 heures par jour. Il travaille 30 ans. Quand il va Après, en tant que consommateur, je reçois vraiment. C'est vrai qu'il vaut mieux attendre. Je rejoins Fabrice. C'est très agréable pour moi de me dire c'est une série en 3 volumes, voilà, et
d'avoir déjà une vision de quand est-ce que les volumes sortent. Souvent parce que les consommateurs ne suivent pas qu'une seule série ou n'achètent pas qu'un truc. Donc ils ont plein de séries. Moi, j'ai des tas de mangas à la maison, j'en suis plein. Donc de toute façon, tous les mois, j'ai des mangas à lire. Donc c'est pas grave si mon manga ne sort pas tout de suite. Par contre, si au bout d'un an, je vois pas la suite arriver, je me dis mais il se passe quoi ? Et à force de lire des séries, j'ai complètement oublié le propos de truc. Donc je dois relire juste derrière. C'est un enfer. On parlait de Berserk justement. Berserk, t'as un livre tous les ans, c'est dur, quoi. C'est dur. Et puis, encore plus dur. Ça sera encore plus dur quand le dernier sortira, évidemment. Donc c'est quelque chose qui est très sympa. Et moi j'aime bien comme ça les œuvres qui sont finies et qui arrivent ici. Nous parler justement. Marc, de tes prochaines sorties, on a Crystal 417 qui va arriver, qui est en projet. Est-ce que tu peux nous présenter un peu cette BD ? Alors, d'abord il y a Pitcairn, mais je t'en parle après. Pitcairn, c'est un polar ? Non. C'est pour ça on le zappe. C'est pas qu'on le zappe, tu peux nous en parler évidemment. Mais... Non, Crystal 417, ça sort en septembre. On n'a pas encore de date arrêtée, mais c'est en septembre. C'est également avec mon co-auteur policier, là, qui j'espère ne me regarde pas, parce qu'il est censé arrêter des méchants, au lieu de regarder la télé. Et c'est autre dessinateur, autre univers. Et Crystal 417, ça raconte l'histoire d'une... Je ne l'ai jamais pitché, donc je vais sûrement être pitoyable, mais je vais le tenter. Crystal 417, ça raconte l'histoire d'une policière qui rentre à la crime. Et elle a 25 ans, parce qu'en fait, c'est frappant quand on rencontre les gens de la crime, pas les chefs de groupe, mais dans les gens, il y a des gens qui ont 25 ans. C'est des gens qui vont s'occuper des affaires les plus chaudes, les homicides, etc. Ils ont 25 balais. Mais qu'est-ce que tu connais à la vie Et ça m'a frappé. Et donc, nous, on raconte l'histoire d'une policière. Parce qu'il faut savoir qu'à la crime, à Paris en tout cas, vous êtes policier, vous demandez à faire un stage, vous faites un stage, et vous êtes préempté ou pas. Vous avez on fait un rapport à la fin, et les mecs disent non, ou je la prends, parce qu'ils te disent je la prendrai ou je le prendrai dans mon groupe. Donc il ne faut pas qu'ils disent n'importe quoi, parce que ça se trouve, ils vont devoir le faire. Et c'est son cas, elle a fait son stage, et puis elle rentre. Et donc, comme c'est une provinciale, elle découvre Paris, elle a 25 ans, ça se passe en 2015. Et le milieu de la criminelle. Et la brigade criminelle, à l'époque, ça se passe en 2015 pour le coup, pour une bonne raison, parce que c'est encore au 36, qui est les Orfèvres, qui depuis a déménagé. Et donc, elle découvre Paris, et la brigade criminelle, des flics de légende, des affaires importantes. Et ça raconte là sa première année, avec un apprentissage assez rapide de la vie. De beaucoup de choses. Et c'est une histoire très technique, pour le coup, mon co-auteur a bossé à la crime. Donc on parle notamment du fait que, contrairement à ce qu'on pense, la crime c'est un temps long. Il passe beaucoup de temps à attendre, donc pour un scénariste c'est un cauchemar. Mais, et puis ils ont une affaire qui n'est pas résolue, puis il y en a une autre, puis celle-là elle revient, puis finalement elle va nulle part, et puis il y en a une autre qui ressort, et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est des dossiers. C'est des dossiers. Et des dossiers au sens avec des preuves et des machins, parce que ça va être jugé, etc. Donc on raconte ça. Et c'est une héroïne de 25 ans qui vient de... Ça raconte ça, et vous verrez ça, et ça s'appelle Crystal 417. Alors, est-ce que c'est comme Ghost 111 Parce que c'est le nom de code, en fait, de l'Indic. Ouais, Ghost 111, c'est son nom de code administratif, parce que c'est... Et Crystal 417, je vous laisse découvrir... D'accord. Non, mais c'est son code... elle est au groupe crime, donc Crystal, et puis c'est le groupe 4. 1, et puis elle est le numéro 7, donc c'est son code radio. Ouais, son code radio en fait. Son code radio. Sachant qu'ils s'en servent jamais, de toute façon, ils sont tous sur les téléphones. Mais voilà, et puis c'est un petit clin d'œil à Ghost 111. Voilà ce que ça raconte. C'est pas une suite de Ghost 111. Non, absolument pas une suite. On va pas retrouver les mêmes personnages que dans Ghost 111. Non, en revanche, dans un an... 3 années séparent les deux œuvres. Oui, mais il n'y a pas de... D'abord, Ghost 111 ne se passe pas à la crime, se passe dans une direction de police judiciaire imaginaire d'ailleurs. D'accord. Puisque à Paris, il n'y en a que 3, je crois, et nous, c'est la 7. Parce que mon co-auteur disait, putain, s'il y a une histoire qui sort à la 3 ou à la 2, quand on sort ça, tout le monde va penser que j'étais au courant, donc on va mettre un service qui n'existe pas. Sinon, ça va me retomber dessus. Sinon, ça va retomber dessus. C'est prévu en septembre. Un seul volume, plusieurs volumes. Boris Golzio au dessin, j'ai oublié de le dire. Ouais. Évidemment, importantissime, surtout qu'il est en train de travailler en ce moment. Boris, si tu regardes. Il travaille bien. Arrête de regarder la télé et bien si tu veux bien finir les magnifiques ancrages que tu fais en ce moment. Et puis mon co-auteur. Et d'ailleurs, l'année suivante, sortira une autre BD qui s'appelle « À mourir entre les bras de ma nourrice », qui est également coécrit avec mon policier, mais encore avec un autre dessinateur. Donc il y aura comme ça 3 et bientôt 4 BD avec les 2 mêmes auteurs, mais des dessinateurs différents, qui sont tous des policiers avec des univers différents et des graphismes différents.
C'est cool pour toi, non? Ah, moi, je vis ma meilleure vie depuis que j'ai commencé à faire de la BD. Ah ouais? Je me suis perdu à faire du cinéma et de la télé pendant des années et à devenir fou, entouré de gens. Oui. Ouais, tu vois. Oui, oui. Oula, et là, depuis allongez-vous. Racontez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont complètement cons. Qu'est-ce qui s'est passé, Marc? Oh non, mais je sais pas, en fait, j'y comprends rien. En fait, je vais dire comme ça, j'y comprends rien. Je comprends pas. Non plus, hein. Mais c'est ça, on est d'accord. C'est ça, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Ils veulent du neuf avec du vieux. Ah putain. Ils veulent du neuf avec du vieux. Ah, mais c'est infernal. Enfin, je parle surtout télé, etc. Oh dans le cinéma, à l'ancienne, on va dire un cinéma du XXe siècle, il y a encore des gens qui savent ce qu'ils veulent, etc. Donc, si ils demandent ton concours, tu peux faire ça. J'en ai pas beaucoup rencontré. Des séries, machin et tout, là. Joséphine, Ange des Stupes. Ouais, ça serait drôle à faire, ça. Je veux bien écrire celui-là. Non, mais c'est pas facile d'écrire de la merde. Hein. Et là, tu sais... C'est pas facile d'écrire de la merde. Non, ça a l'air. Hein. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est pas facile d'écrire des trucs qui doivent plaire, je sais pas, à un public cible, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais en fait, le problème, c'est que, bon, déjà, si la série, déjà, au début, elle est pourrie, mais ça, c'est à peu près toutes les séries de TF1, France 2, tout ça. Alors, il peut y avoir un truc intéressant de temps en temps. Enfin, en général, c'est nul. Mais c'est pas nul. À cause des acteurs, des réalisateurs. Non, c'est à cause des chaînes qui prennent les gens pour des débiles. Mais moi, j'ai entendu ce qu'il dit textueux dans une grande chaîne de service public. Non, mais de toute façon, les Français sont des cons. Je dis, bon, bah là, ça va être compliqué de travailler parce que. T'as beau dire, mais regardez, les mêmes plébiscites des séries qui sont exigeantes et qui sont pourtant grand public. Ouais, mais bon, c'est les Américains. Ouais, c'est des Anglais. Je dis, bon, bah alors là, les gars, moi, je m'en vais, quoi. C'est désespérant. Ah ouais, carrément. Et les gens, enfin, souvent les gens dépriment. Enfin, les scénaristes télé, etc. En fait, comme il y a un zéro de plus sur le chèque, au départ, t'es tout feu tout flamme. Et puis les auteurs, enfin tous les jeunes auteurs ou dessinateurs, enfin n'importe qui, t'as pas envie de faire du cinéma. Tout le monde a envie de dire oui. T'as envie de bosser avec Coppola. Le mec va dire oh non, Coppola, bon je date avec Coppola. Bernard Coppola. Tu vois. Et donc ça fait toujours rêver. Mais en fait, tu te rends compte que. Et puis là, avec les pardon, je te coupe, mais un scénariste qui gagne sa vie, c'est un scénariste qui fait de la télé. Ah ouais? Bah oui, parce que ça paye beaucoup, ça repasse, machin, etc. Donc ils s'en vendent jamais, tu penses? Non, mais il y a des gens qui adorent ça, et puis moi, je suis très content s'ils sont contents. Moi, ça me désespère. Toi, vraisemblablement aussi. En fait, il faut partir. En fait, parce qu'à un moment, tous ces scénaristes-là, ils sont tellement vampirisés par ce milieu qui est hyper déprimant. Et en fait, si tu arrives à te caser, mais tu en as 1 sur 50 qui réussit à se caser, effectivement, lui, après, il plante ses petits navets, et puis il a un champ de pognon, en fait. Mais par contre, tu ne le verras jamais écrire un bon film, etc. Parce qu'en fait, il est vampirisé par ce milieu-là, et les autres ne vont pas le chercher, en fait. Donc, artistiquement parlant, il faut accepter que toi, tu es capable de gérer, en fait, les boîtes de prod qui sont sous la pression des chaînes, qui sont soi-disant sous la pression de l'audimat, mais en fait, qui les prennent pour des cons. Enfin, en fait, au bout d'un moment, tout ça ne veut plus rien dire, en fait. Il faut oublier ça et être capable de surfer entre machin et bidule. Et là, tu te dis, bah voilà. Mais c'est pas intéressant d'y voir. C'est pour ça, quand tu vois les trucs qui sont bien, alors tout le monde a ses goûts, hein, je dis pas, mais quand tu vois les trucs qui sont bien, tu te dis, putain, mais c'est un miracle. Les chapeaux bas, les gars. Série polar française que tu considères comme étant une bonne série de polar française? Non, mais si tu. En polar Bon, moi, je suis un mauvais exemple parce que je suis tellement dégoûté que je ne regarde plus rien. Oh mince! Plus rien. Mais par exemple, je parle d'un truc que je connais un peu, je parle de la série Kaamelott. Moi, je trouve que c'est une grande série. Ouais. Mais il y a une raison aussi pour laquelle c'est une grande série, c'est que tu as un patron. Et si tu regardes les séries américaines ou anglaises, enfin surtout américaines, ce sont les auteurs, les producteurs. Ce sont les auteurs qui produisent. Friends, c'est les auteurs qui produisent. Breaking Bad, c'est les auteurs qui produisent. C'est les auteurs. Donc les mecs, ils ont quand même une idée de ce que c'est la cohérence du projet. Donc ils te disent non mais là le pognon on va le mettre là. T'es sûr? Parce que non on va le mettre là. Parce que moi je l'ai écrit le machin et je sais que là il faut mettre le pognon là. Et nous le truc se dilue 42 fois avant la fin. Et on a tous vécu ça où tout à coup on te dit écoute Sangoma j'adore. Mais par contre est-ce que ça pourrait se passer en Pologne? Parce qu'on a un crédit d'impôt en Pologne, exactement. On a une affaire avec un prod, donc on s'en fout, l'apartheid, etc., la distribution des terres en Pologne, mais attends, c'est hyper intéressant. Tu dis, entre les Polonais, tu dis, mais c'est pas mon histoire. C'est vrai que je crois que vous en parlez de jeux vidéo, hein. Les scénaristes dans le milieu du jeu vidéo ont quasiment exactement les mêmes problèmes. C'est parfois les marketeurs, c'est ceux qui n'écrivent pas d'histoire qui vont avoir un droit de regard sur l'histoire. À la base, on vient les voir, on leur dit,
pouvez faire ce que vous voulez. Allez-y, on adore ce que vous faites. Votre travail est très extraordinaire. Ils écrivent un truc, ils envoient, fait ah ouais, mais là par contre pour le marché chinois c'est pas top, donc il faudrait retirer les squelettes. Ah ouais, mais là ce personnage il peut pas s'écrire comme ça va pas pour le marché américain et tout. Fait, mais donc c'est plus mes personnages du coup. Qu'est-ce que je fais? Non mais écrivez votre scénario. Non mais à la limite on te donne la règle dès le début. Il y a pas de problème. Tu dis ok, c'est la règle, je la fais pas. Mais si ça change en cours de route, c'est relou. Et après je veux pas qu'on passe pour des mecs qui sont obtus et qui veulent pas entendre. Ni frustrés, au contraire. Tu peux très bien comprendre si quelqu'un, mais souvent tu tombes sur des gens. Moi j'ai passé la plupart de ma désastreuse carrière dans l'audiovisuel à me demander ce que la personne en face de moi foutait là en fait. Je dis mais comment il est arrivé là lui? Tu écoutes, tu fais et t'as une bulle là comme ça, une petite bulle comme ça qui fait qu'est-ce que je me fais chier, qu'est-ce qu'il raconte, je comprends rien ce qu'il dit. Mais même lui souvent il sait même pas. Je vais traduire ça en français et voilà. Alors que dans la BD, pour parler de ce qui nous intéresse quand même, on est là pour ça. En tout cas, je veux pas jouer les... T'as été une libération, toi, de travailler en BD? Mais carrément, je te dis, je m'avais meilleure vie, c'est-à-dire, c'est super. Je suis, entre guillemets, maître d'œuvre, je propose des trucs, je tombe sur des gens qui sont bosseurs. Alors, dans l'audiovisuel, j'en ai pas connu beaucoup. J'avoue que tu es obligé de bosser. Hein. Non, mais qui sont bosseurs, et je parle y compris, là pour le coup c'est Glénat, mais talentueux aussi. T'envoies un mail, ils te répondent, tu machin, etc. Tu fais peu ou prou ce que tu veux. Si jamais on débat, on discute. Si jamais ils pensent que tu as raison, on va machin. Et donc, et puis surtout, quand tu écris, tu sais que ça va sortir. C'est-à-dire que je suis comme toi, moi j'en ai écrit 50 des scénarios, il y en a 2 moi j'ai plein de trucs qui sont optionnés, mais j'en parle même plus. Voilà. Enfin, je comprends, au départ t'es auteur et tout. J'ai un truc, ça va sortir au cinéma, ou ça va faire une série. Je dis, alors attends, t'en es où là? Toi, on a signé une option. Ouais, ok. C'est pour ça que je te parle de Ghost, tu vois, j'en parle pas parce que voilà. Tu sais, mais donc là, quand tu écris, tu sais que ça veut pas dire qu'il faut pas s'auto-censurer et essayer il faut pas écrire n'importe quoi, etc. Mais c'est hyper agréable. Et puis il y a une hyper grande liberté créative dans la bande dessinée en France. D'ailleurs, la télé et surtout le ciné, ils adaptent de la BD parce que les gars, tu leur envoies Enfin, moi, Tananarive, là, je l'ai écrit il y a 17 ans. Ah ouais, je l'ai vendu 2 fois à 2 productions. D'accord? Et puis, c'est devenu une bande dessinée qui, à mon sens, est meilleure que tous les films que j'aurais pu faire. Bon, on nous appelle pour en faire un cinéma, et tu fais... Oui, tu repasses par l'autre porte, c'est bien. Non, mais c'est une petite... Pas de vengeance, parce qu'on s'en fiche. Ouais, mais c'est juste... mais ça veut dire ce que tu dis, en fait. Bon, il y a un média qui est la droite de la série qui ne laisse pas, en tout cas, la France, la possibilité d'être ingénieux. Par contre, la BD et le roman, c'est pareil. Et surtout, tout le monde est compétent, à tous les postes. Certes, les dessinateurs, mais aussi les éditeurs, les attachés de presse, tout le monde est compétent. Donc tu dis, ça marche. Hein. Donc la seule chose que tu peux dire, c'est pourquoi j'ai pas fait ça. C'est pas une industrie qui a fonctionné toute seule. En vérité, il a fallu des gens compétents, des artistes talentueux pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Tout le monde se respecte en tout cas. Rien n'a pas fonctionné comme ça. Des libraires compétents. Mais oui, mais on en parle. Ça fait vraiment un peu lèche-cul de dire ça. Mais parce que tu vends les séries. Mais c'est que des gens passionnés. Oui. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est pas parce que si tu veux faire beaucoup d'argent, tu deviens pas libraire. Hein. Ouais. On est d'accord. Ah bon? Je pense que tu peux correctement vivre ta vie. Les auteurs, c'est gagne petit souvent. Hein, Fabrice les libraires, on les plaint ou on les plaint pas? Non, faut pas les plaindre. Voilà. Mais il faut pas les plaindre parce qu'on fait le métier qu'on a choisi, ça c'est la première chose. Voilà. Et que tant que tu fais ce que tu aimes, moi ça fait 18 ans que je travaille pas, j'ai eu une autre vie avant. Et je pense que, comme beaucoup d'ailleurs de libraires en bande dessinée en tous les cas, on a tous eu une autre vie professionnelle. Ouais, il y a un archétype de ça. Voilà, on est vraiment, à un moment donné, on se pose des questions... quand on commence à perdre ses cheveux, des choses comme ça, tu vois, et qu'est-ce qu'on veut faire de la vie, tu vois. Et donc, non, on n'est pas à plaindre. En plus, on est dans une période qui est tellement euphorique dans la bande dessinée depuis 2 ans. La BD se porte bien? Se porte très, très bien. Quand tu parles de BD, tu parles de la BD dans son ensemble? Oui. D'accord. Oui, je pense qu'il n'y a pas... Moi, je suis contre le fait de dire le roman graphique, la série, le manga, le comics. Non, c'est la bande dessinée dans son ensemble. Chacun peut trouver ce qu'il aime dans la bande dessinée. Aujourd'hui, tout ce qui est en littérature, tu l'as en bande dessinée. Tu veux du polar, tu veux une biographie, tu veux de la science-fiction, de l'anticipation, du reportage. De plus en plus, tu as des gars qui font des vrais reporters d'investigation qui, plutôt que d'en faire un livre ou d'en faire éventuellement un reportage filmé, ils le font sur un support de bande dessinée. Et elle atteint un plus grand public que l'aurait atteint un livre, par exemple, sur des sujets difficiles qui ont été abordés, de société, politique. Non, la bande dessinée, c'est un média qui est hyper libre, je trouve. Hyper libre, je crois que voilà. C'est le cas. C'est-à-dire, globalement, quand tu es scénariste, que tu as écrit ton histoire,
et que tu as réussi à la vendre, à faire passer ce que tu avais envie de passer auprès d'un éditeur, voilà, c'est gagné, quoi. Je veux dire, Et après, il te reste un moment qui est génial, c'est quand tu le vois, quand ça commence à te la création, je veux Noël tous les jours. Je pense que c'est ça, ça prend forme. Moi, j'ai 8 BD en même temps qui se fabriquent à différentes étapes, certaines au début, d'autres à la fin. Tous les jours, je reçois le crayonné de machin, le projet de couverture, le truc. C'est la meilleure vie du monde. Tu dis, tu vois les trucs qui se font. C'est gratifiant, quoi. Alors qu'au cinéma, on dit, c'est bon, t'as écrit ton machin, est-ce que tu peux dégager, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux aller très très loin là-bas ? Plus loin encore. Voilà, on s'en fout ce que tu dis. Voilà. Non, mais j'ai un avis sur le... Non, mais on s'en fout. C'est dramatique. T'as vu Adaptation, le film de Spike Jonze ? Tu vois ce film-là où Charlie Kaufman, le mec qui a écrit Dans la tête de Charlie Kaufman, etc., il raconte sa vie. Il raconte sa vie d'auteur dans le cinéma et il se met en scène. Et il est dans un coin du plateau parce qu'on l'a convié sur le plateau. Je sais pas si c'était déjà arrivé, moi ça m'est arrivé. Et puis les mecs arrivent, etc. Puis on dit, mais c'est qui le mec assis là, le clodo dans le coin ? C'est l'auteur. Ah. Dans le chat, ils disent, mais vous parlez quand même beaucoup de cinéma, on sent que ça vous pèse dans un festival. C'est vrai. C'est terrible. Il a raison, je sais pas qui c'est le chat là. Sortez de vos démons, vous êtes arrivé dans le milieu de la bande dessinée. Tout à fait, justement, parlons un tout petit peu de comment vous êtes arrivé dans le milieu de la bande dessinée, comment vous êtes venu à créer ou à faire de la bande dessinée à la base. Marc, Caril ? Lui, c'était déjà un auteur à succès. Non mais d'accord, mais tu faisais pas... Tu sais à quoi ça se voit qu'il est auteur à succès, c'est qu'il est beaucoup plus bronzé que nous, regarde. Ah, j'avoue. C'est flagrant. Il a des cheveux on lui paye des voyages de repérage à l'autre du monde. Il peut payer les implants. Ouais, j'ai coché la case. Ah oui, mais tu fais exprès aussi. Non mais vraiment, c'est des rencontres. En fait, tu vas répondre, hein, parce que je pense qu'on a que des histoires personnelles, donc il n'y a pas de vérité. Hein. Mais moi, j'ai toujours lu de la BD, j'ai grandi avec Blueberry, entre autres, ou Batman quand j'étais plus petit, donc j'ai toujours aimé la BD. Il se trouve que j'ai commencé à écrire du roman parce que c'était je dessinais trop mal pour faire les deux à la fois. Et mes bouquins ont mis du temps avant de marcher, blabla. Mais j'ai toujours eu un œil sur la BD. Et quand je voyais qu'au niveau littérature, j'étais assez nul, je disais, tiens, par contre, inventer des histoires, ça, je savais faire. Donc j'ai toujours cherché des gens de BD, en fait, quoi. Et puis souvent, je rencontrais des gens au bistrot à Rennes, parce que moi, je suis en Bretagne, où il y a toujours des mecs qui dessinent, etc. Mais je dis, ok, tiens, voilà, une histoire, c'est ça, vas-y, en gros, commence, quoi. Et puis, un mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent, puis tu le revois, dis, alors, t'as avancé ? Ouais, j'ai fait un dessin. Et tu dis, c'est tout ? Tu dis, à ce rythme-là, il y en a pour 3 vies avant de finir une BD. En fait, parce que, toi, ça te rend fou ? Non, je dis, non, mais en fait, du coup, tu me dis que tu aimerais être dessinateur, mais tu ne seras jamais dessinateur, parce que tu fais un dessin tous les 3 mois, ou tu y vas à 100%, ou tu n'y vas pas du tout. En fait, autrement, tu fais des dessins pour le plaisir. Mais j'ai jamais. Puis après, quand les bouquins ont commencé à marcher, quand il y avait des festivals où il y avait des BDistes, on va dire, et des romanciers. Mais souvent, tu as déjà ta bande de potes, copains, copines. Alors, on aime bien se mélanger. Mais en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre une cuite avec un mec ou une meuf. Oui, c'est un peu le but. Et souvent, j'ai vu qu'on se saoulait un peu par bande. Par milieu. En fait, quoi. Alors qu'il suffit de se mélanger. Alors, ça arrive aussi, des fois, mais après, quand tu tombes sur quelqu'un, dont, non seulement garçon ou fille, dont tu aimes le travail, et puis en plus, t'as passé une cuite avec, et tu dis, putain, ce serait bien de travailler ensemble. Ils disent, ouais, mais enfin, là, je suis pris pendant 5 ans. Parce que toi, je suis pris pendant 5 ans. Ouais, en fait, quoi. Je suis pris pendant 5 ans. Oui, c'est ce qu'on te dit, en fait. Et t'es là, ah merde, elle est mariée. C'est pire, que l'ophtalmo. Ouais, en gros, trouve quelqu'un d'autre, en fait, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé par l'éditeur, en fait, qui lui s'est dit, tiens, qui a prévu que tel, en l'occurrence Corentin, dans 1 an, il va avoir fini ce truc-là. Tu vois, le temps de faire le scénario et tout. D'ailleurs, ce sujet, donc Corentin, il est pris pour 3 ans encore, si c'est bien compris, c'est ça ? Ouais. Okay. Et il est en prison, là. C'est bien de le dire. Là, je l'ai mis en tôle. Enfin, j'espère qu'il va pas s'échapper. Mais du coup, c'est un éditeur, Philippe Horry, en l'occurrence, qui a fait le lien, en fait. Ouais. Et pour moi, c'était toutes les rencontres que j'ai ratées, parce qu'en fait, j'ai rencontré des fois des gens comme ça, mais ils étaient ou pas libres, ou plein de raisons que ça marchait pas. Et je serais toujours en train de chercher, mais je cherche comme ça. C'est-à-dire que je n'ai pas passé une petite annonce, je cherche dessinateur. Quoi. Et ton histoire sur Sangoma, elle était déjà écrite, ou tu l'as écrit pour Corentin ? J'ai écrit pour Corentin, ouais. Vraiment, quoi. Et quelle grande différence il y a entre la manière d'écrire ça et de le penser pour la BD et celle que tu as quand tu écris des romans, quoi. Ah, mais le roman, en fait, la différence, c'est que là, je ne fais que l'histoire, le découpage, le rythme, les dialogues et un peu de mise en scène, enfin, en tout cas,
Mais c'est quelque chose que tu avais déjà l'habitude de faire? Ouais, bah oui. Quand tu travaillais... dans le roman, tu fais déjà ça, en fait. Et dans le cinéma roman, aussi. Tu fais déjà ça, d'accord. Bah oui, tu fais le rythme, enfin, tu travailles tout ça. Oui. Mais sauf que dans le roman, tu fais en plus la déco. Bah oui, tu mets tout en contexte. Les effets spéciaux. Tu fais le dessin, enfin, là, tu fais tout ce que je fais pas dans la BD. Enfin, là, c'est un peu moitié-moitié. Je parle pas du temps qu'on y passe, hein. C'est beaucoup plus court pour les une scène de course-poursuite dans un township, ça me prend 7 secondes, lui, 7 jours, quoi. Là, plutôt que de poser ta description de l'ambiance et des décors, hop, c'est posé par le dessin. Ouais, et donc le roman, c'est vraiment un temps long. Tout ce qui est off, tout ce que pensent les personnages, etc., sans faire un roman psychologique pour autant, tu es obligé de tout faire, tu fais tous les postes. C'est comme... C'est pour ça que je faisais le parallèle par rapport au cinéma, c'est que, pareil, tu fais le script, tu fais la réalisation, t'es caméraman, t'es chef d'éco, quand tu roman, tu fais tout. Avec ce qui est super, ce que j'adore, moi, c'est avec la BD, c'est que du coup, c'est un travail d'équipe, quoi. Et ça, c'est hyper agréable. Tu préfères travailler comme ça, du coup, maintenant? Non, parce que moi, je suis un peu autiste. Donc, non, mais du matin, enfin, quand t'es seul, j'ai pas de patron, en fait. Ouais. Never, en fait. Never. Donc, le côté anard, en fait, quand t'es romancier, tu fais ce que tu veux tout le temps. Donc tu es libre 24 heures sur 24, 24 sur 24. Donc pour moi, c'est le top. C'est la meilleure vie. Mais comme j'aime... Quand t'en vends. Parce que tu peux ouais, mais pendant 20 ans, j'en vendais pas, mais j'étais pareil. Ouais. En fait, j'écrivais du matin au soir, et j'y croyais, et j'étais comme ça. Mais j'étais libre, en fait. Et ce prix-là, j'étais fauché, mais je m'en fous. J'avais fait le choix très jeune. C'est des choix de vie, en fait. Hein, voilà, quoi. Mais c'est bien l'altérité, quand même, quoi. Donc c'est bien qu'au bout d'un certain temps, c'est bien de pouvoir travailler avec des surtout, c'est génial quand tu travailles avec quelqu'un que tu admires. Enfin, moi, je prends des dessinateurs dont j'admire le travail, sinon j'y arrive pas. Et tu reçois des trucs qui valorisent ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu disais, bon, ça va être pas mal. Puis tu le vois, tu dis, putain, c'est encore mieux. Enfin, t'espères que. Et quand tu travailles avec des gens qui te bluffent, c'est hyper... Enfin, pour le coup, je sais pas qui disait tout à l'heure sur le chat, on parle trop de cinéma. C'est un de tes dessinateurs. C'est vrai Mais il est pas en train de bosser au lieu de... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il faut lui refaire 2 planches. Voilà, je vais lui faire des notes, 7 pages. Non, mais c'est chouette, quoi, quand tu reçois. Et puis c'est un artisanat, tu fabriques les trucs, tu as quand même une maîtrise sur ce que tu fais un objet... non, c'est sûr. Enfin, je ne veux pas encourager les gens à faire de la BD, on est déjà trop nombreux. Mais c'est un super... Oui, mais ça, justement, vous dites que vous êtes déjà trop nombreux en tant que scénariste, parce que j'ai l'impression de vous entendre dire qu'il n'y a pas assez de dessinateurs, peut-être, pour le nombre de scénaristes. Ça, faites-vous connaître, les dessinateurs, faites-vous connaître. Si vous voulez faire de la BD, ouvrez un compte Instagram, manifestez-vous. Moi, j'ai plusieurs BD, j'en ai 7, 8, je ne sais plus, en cours. Il y en a 4 qui sont faites par des gens dont c'est la première fois. Ah ouais? Parce que ça me saoule d'attendre les gens pendant 5 ans, donc je cherche. Je cherche, et puis parfois je trouve... C'est vrai que tu as raison, parce qu'en fait, l'avantage de la BD, c'est que un dessin, c'est un dessin, en fait, quoi. Un roman, tiens, est-ce que ça va me plaire? Un éditeur, on lui envoie des paquets de romans, etc. Il faut qu'il se tape des lectures qui peuvent durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, avant de savoir si c'est bien ou pas. Un dessin, si le dessin te plaît, tu sais tout de suite s'il te plaît, le dessin. Que tu sois éditeur, que tu sois scénariste, etc. Tu dis, j'adore ce qu'il ou elle fait, et ça peut suffire. Hein. Après, il faut juste que celui qui fait le dessin, il ait du souffle. Oui, parce que Karel disait ça tout à l'heure, un dessin, ça va pas. Hein. Oui, non, ça va pas. Non, il faut quand même savoir les finir, les projets. Il faut savoir les finir, sinon vous n'allez pas vivre, et puis vous allez vous rendre malheureux. Faut savoir... Il y avait les mecs de South Park qui disaient ça, j'adore ces gars quand ils parlent, et ils disaient, ils étaient à l'école de cinéma, et puis ils avaient des gars qui faisaient un court-métrage en 3 ans, mais voilà, et eux, ils en faisaient 250. Alors c'était l'école, mais voilà, donc là, il ne s'agit pas de bâcler. Mais il faut, si vous voulez en vivre, et si vous donc en faire d'autres derrière, etc., il faut quand même savoir... au début, c'est normal de prendre un peu plus de temps, puis au bout d'un moment... Et puis, c'est surtout important d'être content de ce qu'on fait. Mais il faut se mettre des contraintes qui font qu'on avance, parce que sinon... Et c'est un truc de marathonien. Moi, je ne pourrais pas être dessinateur 8 heures à ma table. Je les admire pour ça. Moi, je suis comme toi, il faut que je bouge un peu. C'est aussi un métier de passionné. Hein. Non, mais grave. De toute façon, c'est pas faisable autrement. Hein. C'est tellement dur. Mais justement, ce que tu conseillerais pour des dessinateurs, peut-être, tu penses qu'il y a des dessinateurs qui n'arrivent pas à se lancer parce que travailler avec un auteur, c'est pas spécialement leur vision d'artiste BD? Très bien, mais qu'ils écrivent leur truc, il n'y a pas de problème. Il y en a pour tous les goûts. C'est ça, la BD, on peut tout faire. On peut écrire à 4, on peut... Machin, on peut écrire à 4, c'est vrai. Non, mais regarde le Goldorak, ils sont combien là, ouais, le Goldorak, ils sont 4. Ils sont, on dirait générique de film.
C'est vrai. Mais tu peux travailler tout seul, et puis tu peux parfois justement travailler tout seul et puis revenir à une collaboration, etc. Tout est possible. Tout est inventé. Apparemment, Fabrice, le genre polar en ce moment en BD, c'est un genre qui a tendance à plutôt bien fonctionner. Qu'est-ce que tu vends le plus, toi, en librairie actuellement ? Moi, je suis très polar. À côté de la bande dessinée, je m'offre dans l'année 2 pauses polars. Ouais. Tu vois, début juillet jusqu'à fin août, je ne lis plus de bande dessinée. J'ai accumulé mes polars de toute l'année pour les lire. Et souvent, le mois de décembre, où là, il n'y a plus de sortie BD, j'ai 3-4 semaines où je fais des polars. Donc forcément, je vais avoir cette tendance à aller vers la bande dessinée polar, parce que j'aime ça. Mais on vend de tout. Je veux dire, aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y a un genre plus qu'un autre. Qui sort plus qu'un autre ? Non, je pense que nous, on en parlait tout à l'heure avec Marc, je pense que nous, les libraires, on n'est pas des faiseurs de culture, on n'est que des passeurs. Oui. Nous, on est une chaîne de transmission entre un auteur, un livre et un lecteur. Et notre job à nous, c'est de mettre en relation ce que le lecteur a envie de lire. On n'a pas le goût universel. Donc, moi, je ne suis pas très fantasy, mais il y a eu une super présentation sur Conan avant. Voilà, globalement, les gens aiment ça, je vais les amener vers ça. Ça ne me pose pas de problème. Donc, je sais pas, on ne peut pas dire on a des affinités. Notre job à nous, c'est, je déteste la critique d'un ouvrage, pour critiquer, pour le casser. Je préfère ne pas parler de l'ouvrage que j'aime pas et défendre ceux que j'aime. D'accord. Notre point de vue à nous, c'est mettons notre énergie sur ce qui est positif. Et ce qui est positif, c'est d'aller défendre nos coups de cœur, aller défendre ce que l'on aime. Et forcément, il y a du polar, entre autres. J'ai adoré chez Glénat, et malheureusement, Covid est passé par là, on n'a rien pu faire, les adaptations de Jean-David Morvan, de Vernon Sullivan. J'ai trouvé que pendant le Covid, je m'étais relu les 4 romans et j'ai trouvé que l'adaptation était assez sympa. Donc voilà, on va vendre de tout, mais c'est vrai que j'aime bien aller vers le polar. Et Tananarive a été un énorme coup de cœur de cette fin d'année, de Marc. Et on l'a défendu et on va encore le défendre. Il est toujours présent dans nos nouveautés. Voilà, c'est un énorme bouquin. Sangoma aussi, parce qu'on a eu la chance de faire une table ronde avec Corentin, et d'ailleurs qui parlait de la grande liberté que lui avait laissé Caril dans sa création, globalement. Qu'il n'avait pas eu un scénariste, justement, comme il a d'habitude, plutôt assez directif. Et donc, du coup, il y a eu un bel échange et il avait une grande facilité à... Il avait adoré, il a été en Afrique du Sud, il a fait du repérage, tu lui avais donné un peu les endroits où aller. Donc ça, il a vraiment emmagasiné de l'information. Il y a eu un énorme débriefing avec toi. Et après, il a senti qu'il était libre, globalement. Il s'est approprié l'histoire. Et il a été très très libre pour travailler. Je crois qu'on avait parlé de ça. Ça aurait été cool s'il avait été là. Ouais. Mais c'est ce qui fait un peu la différence ici du repérage. C'est que quand je lui ai fait les scénarios, il est parti en Afrique du Sud avec le scénario dialogué, fini tout, quoi. Ah ouais. Mais sans y être allé, en fait. Et quand il y est allé, en fait, il a vu les scènes. Évidemment, moi, je savais où étaient les scènes, parce que j'ai déjà été 2-3 années ou 5 ans avant. Mais quand lui est allé, il s'est dit, ah ouais, mais ce lieu, il est tellement... Il est allé dans les townships, et toi aussi ? Ouais. Mais en fait... Faut pas, les gars. Non, mais faut pas écouter ce qu'on nous dit. C'est toi qui nous dis que c'est l'endroit où on va mourir. Non, il cherche les embrouilles. Il cherche grave les embrouilles. Excuse-nous. Il y en a un, c'est vrai, faut pas y aller. Il casse les voitures et tout. Il n'est pas allé, il faut pas aller. En plus, en fait. Non, mais il y va, et sincèrement, quand il y va, c'est mode, s'il avait le gyrophare en mode bonjour, je suis flic, c'est vraiment, on est à la limite de ça, tu vois. Dans la Cape Flat, de toute façon, personne n'y va. Donc, voilà. Après, j'y suis allé pour le film. Enfin bon, en tout cas, il y a des trucs. Le plus important, c'est que lui, il a vu plein de scènes en Afrique du Sud, que ce soit dans les fermes. Il s'est dit, mais en fait, c'est tellement grandiose que je vais. Évidemment, si j'avais dit, ah, là non, tu fais qu'une petite case et après ça, on en a rien à foutre parce qu'après tu vas faire ci ou ça. Quoi. Il aurait été là, oh, mais c'est trop con, j'aurais tellement aimé, moi, dessiner un truc. Là, c'était, non, mais vas-y. La double page, par exemple, à l'intérieur, il a fait une photo. Il a fait cette photo-là et vous l'avez intégrée dans l'histoire, quoi. Cette espèce de double page là, qui arrive sur l'espèce de vallée là. Donc, du coup, ça c'était assez génial, quoi. Du coup, il a eu cette liberté de. Ouais. Mais je pense que c'est vrai que le repérage a beaucoup aidé, voilà. Un petit flou. Tout à fait. Ouais, quand c'est là-haut. Oui, c'est pas mal. Je sais pas combien de temps il faut pour faire une planche pareille, mais ce genre de panorama PlayStation, j'adore. Ouais, puis il y en a une autre dans le township qui est encore
Si on aime les choses grandioses et magnifiques, éventuellement. Éventuellement. Grand espace. C'est surfait. Évidemment, on préfère un bon gros épisode de Joséphine Ange Gardien, bien entendu. Ah, ça, non, c'est vraiment magnifique, en effet. Et moi, je ne savais pas que j'allais autant apprécier. J'ai lu vraiment beaucoup de BD pour ce festival, des genres vraiment tous très différents, évidemment, ici, puisqu'on parle un peu de tout. Et je dois bien avouer que le genre polar, ça marche trop bien. En fait, ça marche trop bien. Je rentre immédiatement dans... Alors, je ne sais pas, c'est parce que j'ai lu juste d'excellentes BD, hein, probablement. Je rentre immédiatement dans le bouquin. Cette tension, elle est présente, tu t'attaches à tout, tu te demandes ce qui va se passer. Et ce que je trouve assez génial, alors ça évidemment c'est la mise en scène qui fait tout, c'est que contrairement à souvent des séries que je peux regarder ou même des films, je vois les clés de l'intrigue et je vois peut-être les plots arriver où je sais qui a fait quoi très rapidement. En BD, je vois moins les choses arriver parce qu'on en montre moins case par case finalement, tout est un peu plus dissimulé et je me fais plus surprendre en vérité en bande dessinée que je me ferais surprendre. Arrête de regarder des films et des séries. Oui, mais moi, tu dois consacrer ta vie à la bande dessinée. Va vivre à la campagne, j'ai pas Internet. Moi, j'ai pas Internet, j'habite trop à la campagne et j'ai pas Netflix. Donc tout le monde parle de séries extraordinaires. Je dis bon, c'est complètement surfait. Moi, je suis à Derrick, hein, je suis désolé. Voilà, voilà. Non, mais tout à l'heure, on parlait de ce qui fonctionne en bande dessinée. Il faut savoir que nous, on travaille avec beaucoup de collectivités, de médiathèques, et les médiathèques qui ont des analyses de la sortie des livres. En 1, c'est la bande dessinée jeunesse. En 2, c'est la bande dessinée adulte. Et en 3, c'est le roman polar. Oh là voilà. C'est quasiment, très souvent, c'est ça. Beaucoup plus. Voilà. Bande dessinée adulte. Adulte, ado-adulte, la jeunesse, l'ado-adulte. C'est pas des trucs Peggy 18. Non, c'est... voilà. Et après, c'est le roman polar qui est souvent très bien placé dans les sorties de livres. Voilà. Donc, la bande dessinée polar, donc, elle cumule les deux et il y a vraiment des merveilles et des merveilles et des merveilles. Voilà. Et il n'y a pas que des adaptations. Il y a aussi une tendance forte à aller vers l'adaptation de romans. De plus en plus. Il y en a des très bien, il y en a des réussis, comme il y en a qui sont malheureusement pas géniales. Moi, j'aime bien lire le roman d'origine, globalement, pour voir... si c'est pour lire un copier-coller du roman, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est de voir comment l'auteur s'est approprié lui-même l'histoire et sur quelle langue il a été l'adapter. Ça, c'est souvent plus intéressant. Si c'est pour un copier-coller, ça a peu de sens. Voilà. C'est ouf. Voilà. Et donc, le polar, il y a un potentiel énorme ici. Justement, Carrie, tu disais que tu ne voulais pas adapter tes romans en bande dessinée. Ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse forcément? Pas trop, non. Quitte à créer... Enfin, si je trouvais créer quelque chose. Un truc original. Ouais. Des idées, t'en as encore? Beaucoup. Ah ouais, tu débordes. Une vie ne suffira pas. Non. À mettre l'ensemble de ton œuvre sur papier. Non, mais c'est les rencontres aussi. Tout est motivant, quoi, en fait. Ah non, comme la musique, ouais, absolument. Puis on n'est pas trop nombreux. Par rapport je parle audiovisuel, mais en BD, on est 3, quoi. On a l'éditeur, le dessinateur, éventuellement un co-auteur. Et tu veux dire au niveau de la chaîne de fabrication, c'est voilà, on boit un coup, on se fait inviter au restaurant, et puis après, c'est bon, quoi. Moi, je coûte cher en boisson. Ah, il faut le savoir. Ouais. Il n'y a que Glénat qui... C'est pour ça qu'il y a que Glénat qui peut se permettre un Carrie Ferré. Un petit éditeur, il ne peut pas suivre. Il faut vendre du manga. Le goût des choses simples. On croirait qu'il roule sur l'or. En même temps, il nous offre un magnifique festival. Combien ça prend de temps, par exemple, de réaliser une BD comme Ghost 111 ou comme Sangoma, du début du procédé créatif jusqu'à la fin, la mise en rayon? C'est hyper variable. Ghost, je pense que ça doit être écrit en 2015 ou 16 et c'est sorti début 2020, donc il y a eu beaucoup de temps. Mais Marion, je le sais, Marion, tu as dessiné une autre BD entre-temps. Je finis par le savoir, c'est pour ça que tu as mis autant de temps, j'étais pas content. Alors que Crystal, par exemple, c'est bien simple, Crystal 417, je l'ai écrit pendant le premier confinement. Je me suis dit, bon allez, je suis enfermé. Okay. Ouais. Dans 2 mois, on est sorti. Il faut que j'ai tombé le scénario. Et donc, c'était début 2020. Covid-19, donc c'est début 2020. Ouais. Et ça va sortir fin septembre 2022. Ah, il aura fait vite. Septembre 2022. Ça va vite. Ça fait 114 planches encore. 114 planches. Ouais. 2 ans.
Ouais, mais Boris, il a tracé pour le coup. Tout le monde ne va pas aussi vite. Hein. Par exemple, la BD qui devait sortir en 2023, qui est un autre polar, elle était commencée avant et elle sera finie après. Donc c'est très variable. Ça dépend du temps que mettent les dessinateurs à le dessiner. Ça dépend de la pagination, bien sûr, mais ça dépend de leur technique, parce qu'il y en a qui vont mettre des heures et puis il y en a d'autres qui vont aller plus vite. Ça dépend du choix graphique, etc. etc. Voilà, mais c'est quand même un processus long. C'est-à-dire que le temps que le truc sorte, toi, tu as déjà écrit 2 autres histoires ou 3 autres histoires, donc quand il faut en parler... Du coup, tu es obligé de travailler avec beaucoup de dessinateurs différents si tu veux retravailler dans la BD à chaque fois. Si tu veux gagner ta vie, tu as intérêt d'enquiller, ouais. Après, il faut que les éditeurs suivent, et puis surtout le public, parce que si jamais tu... Oui, bien sûr. Beaucoup de nos confrères se plaignent qu'ils ne sont pas assez payés, mais si tu vends 2000 BD, c'est sûr que tu ne vas pas... Réalité économique à un moment donné. Ouais. On ne va pas obliger les gens à l'acheter, quoi. Je dis ça peut être super, hein, tu peux faire un truc super qui va pas très... Mais je veux dire, il faut produire quand même. Une bonne vente en bande dessinée, c'est combien d'albums à peu près vendus? Et là, c'est là que tu interviens. J'ai plus le buzzer de la boîte pour dire tire-bouchon, c'est ça que je dois dire. Tire-bouchon. T'as des tirages monstrueux, si on parle d'Astérix. Oui, non, mais c'est le premier produit culturel français, donc je pense qu'il faut être entre 8 et 10 000 à peu près. 10 000, c'est un succès déjà. C'est un succès, ouais. C'est rentable. 10 000, c'est pas mal. Hein. C'est ça. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de, comme tu dis, tu as beau faire 10 000, mais si le mec il a mis 4 ans pour faire sa BD, je veux dire, voilà. Tu ramènes ça à l'année de ce qu'il a gagné, c'est pas non plus... C'est pareil avec Corentin, vu tout ce qu'il boit au restaurant, les 10 000, ça appelle juste la... parce que je crois que les contrats de Caril, il prend les boissons sur la rémunération de Corentin, mais il ne le sait pas encore, sur ses droits d'auteur. Non, il faut en vendre 10 000, ouais, je dirais ça. Enfin, moi, j'ai pas ton recul du tout. Je suis entre 8 et 10 000 à peu près. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as des succès de bande dessinée, des 50, des 100 000, des 200 000. On parlait de Goldorak. Goldorak, c'est combien? Je crois que c'est un des plus gros succès. Un peu plus, ça doit être à 200 et quelques mille déjà, de ventes de sorties. Ouais, mais c'est comme Obélix. 200 et quelques mille. C'est déjà une franchise un peu. C'est un sacré pari quand même. Voilà. Je ne l'ai pas encore vu, moi je viens juste de le récupérer, je vais voir ça. Mais c'est la concurrence, non? On ne doit pas en parler là-dessus? Non, on parle de Glénat. Non. On peut parler, Glénat, on va parler de Titeuf par exemple. Voilà. Titeuf, c'est combien à peu près? Non, mais Titeuf, je sais pas, ils sont où millions, je pense. Il est où le marketing de Glénat? Titeuf, tu l'as eu ça après, non? Ah, j'étais pas là, c'est Donald Renew. Derrière toi, le Zizi c'est la voix de Titeuf qui a fait ça. Moi, j'étais dans une autre émission, j'enchaîne trop. Faut se réjouir quand les confrères ont des succès, parce que ça alimente la machine. De ouf. Et donc, on est fous, puis on s'amuse. Hein. Ouais, franchement. Moi, j'aurais bien une question pour tous les deux quand même. C'est, oui, si, mais t'as pas le buzzer. On parle toujours du polar que pour la bande dessinée adulte. Est-ce que ça vous viendrait à lister une histoire polar pour de l'adolescent ou de la jeunesse? C'est intéressant. Je suis en train d'en faire un, moi. Je suis en train d'en faire un. Tu parles avec des personnages ados ou destiné à un public ado? Destiné à un public plus jeune. Alors, pardon, je vais prendre le vent. Ce qui est compliqué quand tu fais du polar, quand même, tout de suite, c'est que les mineurs, c'est compliqué de les impliquer dans une histoire. Ou alors, ça va être sordo, une histoire policière, tu vois. Ou alors, c'est une histoire d'ado ou d'enfant qui vit, tu vois, c'est le Club des 5 et il n'y a pas de... Voilà. Je pense qu'on ne peut pas traiter avec des personnages adultes une histoire qui s'adresse à un public plus jeune, adolescent ou enfant? Si, sans doute. Mais après, je vais peut-être me tromper, mais quand même, les enfants, ils lisent des histoires d'enfants, dans lesquelles il y a des enfants, parce qu'ils ont un processus d'identification. C'est quand même important. Ils vont moins s'identifier à un père de famille qu'à un gamin de son âge. Et moi, j'ai créé une histoire en ce moment dans laquelle les personnages principaux sont mineurs, sont des 17 ans. Et c'est destiné aux ados, mais aussi aux adultes, parce qu'il y a aussi des adultes dedans. Mes personnages principaux sont... Ce qui est d'ailleurs hyper agréable, parce que j'en profite pour poser plein de questions à mes enfants, que je ne poserais pas habituellement. Mais comment ça se passe, tel truc, là, etc. C'est chouette. Et donc là, tu verras que c'est le cas. Je ne sais pas si je peux le déflorer, cette histoire. Je le déflore ou pas? Déflorer. Bon, bref, ça parle du Darknet. Voilà. Ah oui, d'accord. Et c'est un truc que j'ai créé avec mon co-auteur policier, qui a traité des affaires sur le Darknet. Et les premières personnes qu'il a arrêtées étaient, à la surprise générale, des mineurs, des adolescents. Ah ouais. Et là, il m'a dit ça, j'ai fait, oh là là, comment on va raconter cette histoire, mon gars? Et donc, on l'a signé chez Glénat, et ça sortira dans je ne sais pas combien de temps, parce que c'est une grosse pagination.
Donc voilà, il se trouve que c'est une histoire très technique, encore une fois, très riche, mais qui implique des mineurs. Carré, le polar pour ados, possible? En fait, effectivement, j'écris des petits polars pour les enfants, en fait, donc jusqu'à, on va dire, 5e. Ah ouais. Donc toi, c'est CM1, CM2, 6e, 5e selon leur niveau de lecture. Et effectivement, là, c'est beaucoup plus... en fait, il faut juste que les personnages soient un petit peu plus âgés que le public. C'est très codifié, hein, vraiment. Et donc, là, pour les jeunes de 10 ans, en gros, le héros a 14 ans. Pour eux, 14 ans, il a du poil, c'est un peu dingue. De ouf. Mais au moins, ils s'identifient vraiment. Ils aspirent à devenir. C'est vraiment ça, quoi. Et pour... Là, j'en ai un qui sort, là, bientôt, là... pour les jeunes adultes, comme on dit, young adultes. Young adultes. Young adultes. Comme si on ne veut pas dire... Marketing. Ouais, c'est ça. Non, mais je répète, je dis, ah bon, young adulte, en fait. On ne peut pas dire... Enfin bon, c'est anglicisme, c'est encore un autre truc. Parce qu'il y a jeunesse et vieillesse. Oui. Dans ce cas-là... On n'est pas obligé de doser les deux. Hein. Et ben là, en fait, c'est young adulte, en fait. Mais en fait, young adulte, ça veut dire que le héros est young adulte. D'accord. Parce que... donc, c'est pour des lecteurs qui ont 16-18. Oui. 16-18, pour des ados. Ouais, mais en fait, 16-18, tu peux lire absolument tout. Hein. Oui, carrément. Mais vu ce qui se tape sur Internet, etc. Clair. Donc du coup, en fait, ça veut dire que non, mais le héros, ou l'héroïne, ils ont 17 ans, on va dire, 17-18, en gros, voire 20. Enfin, c'est plutôt ce moment-là, quoi, pour que le lecteur soit... Donc c'est plus les enfants, c'est ceux, c'est les 12... Après, c'est pas le niveau de lecture aussi, mais du 12 à 77 ans, entre guillemets. Mais le héros, il a cet âge-là. Donc, l'avantage, c'est que on peut commencer à parler d'amour, parce que souvent, c'est les premiers rapports sexuels, les premières trahisons d'amitié, des choses comme ça. Mais pour que tu aies un pur polar avec des problématiques de polar donc assez dark, effectivement, le mec, il va pas mettre une pipe à 16 ans dans le genre, tu vois, j'ai un indice là. Bon, ça ne marche pas du tout. Alors oui. Donc en fait, moi, j'ai cette image du détective Conan sur une des paginations qui mimique justement Sherlock Holmes avec sa pipe et tout ça. Ah ouais. En tout cas, détective Conan, c'est combien? C'est une centaine de volumes parus. Hein. C'est un truc de fou. Et c'est vraiment du polar. Hein. C'est vraiment à chaque fois il y a un meurtre et il faut résoudre le meurtre. Et à la fois c'est pour les enfants parce que c'est un shonen. Et dans le premier ou deuxième tome, tu démarres son enquête, c'est une décapitation quand même. Exactement. Donc tu dis que voilà, les Japonais sont capables de faire ça dans le manga et d'aller faire des trucs justement pour un public d'une dizaine d'années. Des trucs qui durent depuis 30 ans. Hein. Il est fort le bougre. Mais c'est vrai que je trouve qu'en roman, on est moins... on est plus, je pense que... Et si vous inventez un nouveau concept après le young adulte, le hall de jeunesse éventuellement? Ah, le hall jeunesse. Non, je suis dedans, moi, personne l'a fait. C'est bon ça. Ouais, c'est un concept, non? Très bien. Il y a un éditeur derrière, là, tu peux lui demander, non? Ouais, je vais lui vendre un truc en 10 tomes. D'énorme avance. C'est une vraie question, hein, quand vous écrivez des histoires comme ça, vous pensez déjà au public qui est cible, ou juste vous posez votre histoire telle que vous l'avez imaginée, et ensuite le public cible, et comment est-ce qu'il s'est marketé après, peu importe, c'est l'affaire de l'éditeur. C'est-à-dire que si lui, il n'y pense pas, il ne va pas te signer. Hein. Lui, il va y penser à ta place, si jamais tu n'y as pas pensé. Ouais. Moi, j'avoue, à mes débuts, j'y pensais pas du tout. Puis maintenant, je me dis, est-ce qu'il y a un public pour ça ça ne veut rien dire, un public pour ça, parce que tu ne veux pas reproduire un truc qui a déjà été fait, mais grosso modo, si tu vas faire une comédie, tu vas être beaucoup plus... Enfin, voilà, il y a des genres qui sont plus porteurs, le polar, la comédie, que d'autres. Donc tu sais ça, etc. Mais l'éditeur, lui, ça fait partie de son métier de le savoir, parce qu'il ne va pas financer un truc... En même temps, je dis ça... Franchement, Franck Marguin, il m'aurait dit il y a quelques années, moi je vais faire un truc à 40 balles sur la bombe atomique qui va faire 500 planches. Je t'aurais dit, mais je change de métier. Et puis finalement, voilà. Donc il y a encore des surprises et des choses merveilleuses. Mais c'était pas pour la jeunesse en tout cas, quoi. Non, ça c'est pas trop young adult. C'est ça, c'est ce truc, c'est jeunesse, c'est quand même. On te le dit avant, quoi. Taille du truc. Là. Violent. C'est ouvrable ça sur Twitch? On peut montrer des choses? Oui, complètement. Oui, bien sûr. Oui, mais il faut juste des gros muscles. Oui, non, mais c'est pas trop ça. Vous savez, dès qu'il y a un téton, c'est impossible de... Ah non, là, il y a juste des gens qui sont massacrés, t'inquiète pas. Voilà. Non, parce que la décapitation et des corps en charpie, il n'y a pas de problème. Par contre, un téton, vous comprenez, c'est très complet. C'est vrai, vous êtes fliqué sur Twitch? Bien entendu. Mais par qui?
Par Amazon, c'est Amazon qui détient. Amazon nous regarde là ? Qui détient Twitch. C'est connard là. Je ne sais pas si Amazon nous regarde, mais en tout cas, il y a une charte sur Twitch où on n'a pas le droit de montrer. Moi, je connais pas. C'est quoi ça ? Bizarrement, les tétons d'hommes posent moins de problèmes, mais c'est vrai que ça n'est pas recommandé en effet. Ça me donne envie de montrer mes tétons, mais instantanément. Mais parce qu'en fait, j'ai lu des choses sérieuses là-dessus. En fait, tout ce qui est féminin n'intéresse pas les hommes, en fait, les décideurs, en fait, quoi. Donc, tu vois, problème de règles, d'osclopose, des choses qui sont terribles. Si c'était les hommes qui souffraient de tout ça, il y a belle lurette qui aurait eu tout un tas de médecine autour de ça, mais comme ça n'intéresse pas les mecs, en fait, tout ça est zappé, en fait. Quoi, sur Twitch ? Non, pas sur Twitch. Sur les GAFA, enfin, tous ces trucs-là, quoi. On l'a vu. Voilà, sur Twitch, on va dire, il faut faire attention à ce qu'on monte, quoi. Non, mais ça, de toute façon, il faut faire attention à ce qu'on montre. Si tu veux chercher une serviette hygiénique sur Internet que tu commandes, tu ne vas pas avoir plein de serviettes hygiéniques qui vont arriver quand tu cherches autre chose. En fait. Alors, tu sais bien, là, tu cherches un voyage à Barcelone. Tu vas chercher autre chose. Pourquoi ils se coupent de la moitié ? Chercher. C'est pas le sujet, mais ils se coupent de la moitié de la population mondiale. Ils sont pas très bons en affaires, les gars. Non, bon, ça marchera pas. Ça marchera jamais. On va dire qu'on a une bonne représentation homme-femme, c'est pas trop ça le problème, c'est juste que c'est là. On va dire c'est des problèmes de pudeur plus et de culture américaine sur la pudeur. Culture qu'on n'a pas. Enfin, Twitch, c'est pas français, vous le savez bien. Mais peu importe, ça nous oblige juste à ne pas ouvrir Sangoma au pif. Sangoma, tu peux pas. Alors que Tanan arrive, tu peux y aller sans problème. Sangoma, ça dépend à quelle page. Oui, c'est ce que Sangoma, tu peux pas. Sangoma, au hasard. Là, tu fais sauter Twitch. Tout ça. Oui, dans Sangoma, il faut faire attention à quelle page on ouvre. Non pas que ce soit obscène, bien loin de là. 47 cordes aussi. C'est juste. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Bah oui, c'est de l'amour, mais bon. C'est la vie. Voilà. En même temps, en disant ça, instantanément, les gens ont envie de l'ouvrir. L'amour ici. T'as vu comme il est fort ? Marketing. C'est marketing, C'est sub de co, moi. Mais justement, c'est cool. Non, mais c'est super parce que, vous voyez, à aucun moment. Enfin, il y a des labels en BD en mode attention, ça vraiment, c'est uniquement pour les adultes, c'est trop violent. Il y a des indications en mode. Tu as ça sur le manga. Vous êtes trop jeune, etc. Tu as ça sur le manga qui récupère un peu les pictogrammes type que tu peux trouver sur les jeux vidéo, tu vois. Ouais, il y a quelques mangas qui sont quand même blistés. Qui sont blistés, voilà. Parce que là, tu as une connotation sexuelle. Alors, ce qui est assez dingue, c'est que... Berserk n'est pas blisté, par exemple. Non, parce que c'est sur de la violence. Mais il y a plein de codes là-dessus sur la violence. C'est que tu as une censure qui existe quand même au Japon sur la violence, mais suivant le nombre de pages, le nombre de cases que tu as dans la page où tu as de la violence, ça passe ou ça passe pas. Donc, ils jouent comme ça. Et en fait, quand tu as des scènes érotiques sur le manga, en fait, elles sont toutes effacées. Elles sont soit pixelisées, soit carrément effacées. Donc du coup, on l'interdit à des plus jeunes, mais il n'y a rien à voir. C'est ça qui est complètement fou, quoi. Mais toi, en librairie, les trucs un peu hot, tu les mets en haut ou tu... Bien sûr, ouais. Voilà. Ouais. Mais il n'y a pas une vraie demande là-dessus, quoi. En plus, moi, je suis dans une toute petite ville qui fait 30 000 habitants, donc tout le monde se connaît. C'est pas les grandes villes où il y a un côté, Fabrice, attends, il connaît mon père, tout ça. Donc non, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas grand-chose, non. Voilà. Et puis après, tu as de la bande dessinée érotique qui existe. Mais bon, c'est pas non plus. C'est un genre, quoi. C'est un genre, voilà. Oui, c'est un genre, comme le polar et tout ça. C'est bien que ça existe. Tout à fait. En tout cas, sur le polar, on rappelle les sorties ici. Ghost 111 qui est sorti depuis pas mal de temps de toi, Marc, et de tes co-auteurs et dessinateurs justement derrière, disponible en librairie. Voilà, un prix à Angoulême, malheureusement pas célébré peut-être, mais on t'invitera à aller boire un coup. On rappelle les albums sur lesquels tu travailles actuellement qui vont sortir chez Glénat. Pitcairn, premier tome en mars, d'une série en 4 tomes, et Crystal 417 en septembre. Car on rappelle, Sangoma, du coup, sous-titré Les damnés de Captorn, sorti ici, d'ores et déjà, chez Glénat. J'arriverai, vous en faites pas, on a l'habitude. Un autre projet en cours ?
chez Glénat? Avec Corentin, plus tard. Enfin, mais là, il fait des mecs en slip, un Torgal, donc il faut qu'il finisse son Torgal avant de partir sur le prochain. Donc Corentin, si tu nous écoutes... Il y a une verticale mec en slip aujourd'hui, décidément. Torgal, en plus, ça ne marchera jamais. Non, c'est nul Torgal, je l'ai dit déjà. Imprononçable. Et puis j'ai un autre projet, mais là, j'en suis encore au scénario, donc c'est encore... voilà, on va attendre. Okay. Fabrice, merci beaucoup. On te retrouve à Vienne, évidemment. Ouais. N'hésitez pas à aller voir cet homme, à lui demander conseil. Encore une fois, les libraires. On a des projets. Évidemment, c'est avant tout des véritables passionnés. Merci à vous tous de nous avoir regardé le programme de ce Glénat BD Festival pour les journées de demain et d'après-demain, puisqu'on continue et samedi et dimanche. On sera tous ensemble, on commencera dès samedi à partir de 15h, un peu plus tard que d'habitude avec un quiz Disney, car vous savez, Glénat publie beaucoup de BD Disney, officiellement Disney, et vous allez voir, c'est des produits assez intéressants. On testera vos connaissances sur Disney, puis on parlera des pierres du cauchemar avec Dooms et Sora qui viendront ici tester un tout petit peu leur qualité de dessinateur sur le plateau. Et enfin, ce sera le live spécial Bergère guerrière avec à la fois les auteurs et des tas d'invités. On terminera avec Julien Nil et Lou sur les 2 dernières heures, évidemment. Lou avec Lou Sonata qui vient de sortir, Lou aussi une série qui a traversé les âges et traversé les générations. Voilà, c'est le programme pour demain. Merci beaucoup d'être venu ici. Merci à vous tous de nous avoir regardés. On se quitte très probablement avec une petite bulle et on se retrouve dès demain 15h. Bisous à tous.